Démarrage de l'événement. Bonjour, je vois qu'on est déjà 54 personnes connectées. J'espère que vous nous entendez bien. N'hésitez pas à mettre un message sur le chat ou à réagir avec un petit pouce si vous entendez bien tout le monde. Je ne vois pas de message voilà pour les le pouces moment, qui donc se j'espère lèvent. que le son fonctionne. Ah, c'est super, trop bien. C'est que ça marche. Bon, bah, parfait. Alors, du coup, c'est que vous avez vu voir comment fonctionne le chat. Donc, trop bien. Il y aura aussi un onglet questions. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans cet onglet-là. Donc, avec le petit point d'interrogation en bas de la page. Donc, ce sera pour toutes les questions. À la fin, on prendra bien 20 minutes pour répondre à toutes vos questions. Et sinon, sans plus attendre, on peut commencer ce super webinaire. Alors, juste une petite présentation au début du C3D, donc avec qui on co-organise cet événement avec Planet Score. Le C3D est une association qui accompagne plus de 350 directeurs de développement durable pour les aider à transformer leur modèle d'entreprise pour respecter les limites planétaires. On le fait grâce à nos groupes de travail qui touchent des thématiques différentes, que ce soit sur les droits humains, sur la nouvelle réglementation comme la CSRD, sur la biodiversité ou sur l'engagement de ses collaborateurs. On a un podcast qui s'appelle Le Sens et l'Action et on a aussi des conférences tous les mois qui s'appellent aussi Le Sens et l'Action. Là, la prochaine va avoir lieu le 15 mai. Ça sera sur la biodiversité avec Emmanuel Delannoy sur l'entreprise à visée régénérative. Donc voilà, c'était la petite intro sur le C3D. Maintenant, je laisse la parole à Sabine pour qu'elle vous explique le sujet et surtout qu'elle vous présente les intervenants. Bonjour à tous, merci Marie, ravie d'être avec vous aujourd'hui. Alors, avant de présenter les intervenants, d'abord merci au C3D de nous permettre de co-organiser cette conférence. Les intervenants donc, qui sont visibles là autour de la visio, Noémie Calais, Pierre-Henri Gouillon, Xavier Poux et moi-même. Chacun d'entre nous se présentera rapidement en démarrage de chacune des interventions. Et donc pour ma part, puisque je démarre, je préside l'entreprise à mission Planet Score. Et nous sommes tous les 4 administrateurs du fonds de dotation Solid Grounds qu'on vous présentera tout à l'heure. Alors, d'abord, donc merci au C3D. J'en ai profité là puisque Fabrice Bonifay, qui préside l'association C3D, a fait un très joli post pour la journée de la Terre il y a 2 jours, qui est celui que vous voyez à l'écran. Et qui, une fois de plus, met les choses un petit peu au point, et notamment sur les enjeux de sobriété et de nécessité de réduire la production et la consommation des biens non essentiels, avec une planification démocratique, avec des choix civilisationnels à opérer et des enjeux de justice sociale et de bien-être pour tous. Donc voilà, ce sont quelques éléments qui, vous le verrez, sont assez importants également dans la façon dont on voit les choses pour l'affichage environnemental sur les produits alimentaires. Alors cette première diapo, qui n'a pas grand-chose à voir, en tous les cas apparemment, avec l'agroalimentaire, et pourtant, on est là vraiment dans la question de la consommation. Cette chose-là a été lancée dans les océans il y a 2 jours. C'est 365 mètres de long, 250 000 tonnes, 20 étages, peut contenir 7 600 passagers, avec plus de 2300 membres d'équipage. Le plus grand parc d'attractions aquatiques, c'est absolument génial de faire ça sur la mer, avec 7 piscines, plein de toboggans et des parcs d'attractions. En fait, on se demande vraiment dans quel genre de civilisation on se trouve quand on voit ce genre de choses. Donc ça aussi, c'est quand même un message qu'on retrouve dans l'agroalimentaire, parce que malheureusement, bien que l'alimentation soit, contrairement au paquebot croisière, un élément essentiel de notre quotidien, on a quand même aujourd'hui une offre en linéaire dont les industriels et les distributeurs sont bien entendu responsables, qui pose un certain nombre de problèmes, on va le voir, dont certains qui sont dans le scope de l'affichage environnemental. Avec des problèmes notamment de développement de maladies de civilisation, qui sont fortement liés à la manière dont l'offre est structurée en magasin aujourd'hui. Donc les personnes qui sont ici présentes s'occupent, on va dire, du développement de 2 structures, donc l'entreprise à mission Planet Score, que je préside, et le fonds de dotation. Juste pour être clair sur la structuration, l'identité et la marque, tout ce qui concerne Planet Score, n'est pas détenu par l'entreprise, mais par le fonds de dotation, qui est un organisme d'intérêt général
qui contient 3 collèges, 27 membres experts répartis dans ces collèges, plutôt sur des sujets de type agronomie, écologie, géographie, sociologie, nutrition. Et 11 personnes sont administrateurs, dont 4 sont présents aujourd'hui. On est assez fiers d'avoir atteint une quasi-égalité, parité hommes-femmes, puisqu'on n'a pas pu diviser, mais on est à 5 et 6. Et donc, le Planet Score est une entreprise à mission au sens de la loi Pacte. Et donc, les choses ont été structurées de cette manière pour garantir l'indépendance, la transparence, l'expertise et le souci de l'intérêt général, globalement, du dispositif. Donc, on en parlera un peu plus à la fin, mais globalement, Planet Score, c'est une étiquette qui galope aujourd'hui en Europe, qui est présente auprès de plus de 300 marques qui sont au travail sur le référentiel dans 12 pays. Pour ce qui est des sièges sociaux, 30 pays sur la partie sur-emballage, et qui fait aussi bien de l'information pour les consommateurs, B2C, pour les fabricants d'ingrédients intermédiaires, B2B, et pour la restauration hors foyer. Alors, l'affichage environnemental pour les produits alimentaires, pourquoi c'est un sujet important? Voilà le cadre qu'on partage en effet avec le C3D, qui est le cadre des limites planétaires. Ce cadre est un cadre vraiment essentiel pour réfléchir à nos enjeux, parce que ça, ce qu'on vient de vous montrer, c'est la totalité du franchissement de limites planétaires. Hein. Dès qu'on est dans le orange foncé, ça veut dire qu'on est très loin de l'espace de, on va dire, sécurité. Et en fait, la majeure partie de ces limites très fortement franchies le sont à cause des contributions de l'agriculture. 6 des 9 limites planétaires sont franchies, et parmi ces limites, vous le voyez ici en petit point noir, la contribution de l'agriculture est très importante. Et le système globalement agricole et alimentaire est la principale cause, mais aussi la principale victime du dépassement de ces limites. Et vous voyez notamment ici les enjeux d'effondrement de la biodiversité, dont Pierre-Henri et Xavier nous parleront plus précisément tout à l'heure, les enjeux d'introduction d'entités nouvelles dans la biosphère, qui est un terme très techno pour parler en fait des pollutions, pollutions antibiotiques, plastiques, chimiques, notamment les pesticides, et puis tout ce qui est autour des cycles de l'azote et du phosphore, Xavier y reviendra tout à l'heure. Alors, ça n'est pas pour minorer les autres sujets, mais ces 3 sujets-là sont particulièrement importants, bien qu'il y ait également des enjeux forts sur le changement d'usage des sols, notamment la déforestation, les cycles de l'eau, donc tout ce qui concerne notamment l'irrigation et les réserves utiles dans les sols, et puis le changement climatique. Même si ça n'est pas là qu'on a le plus de marge de manœuvre dans ce secteur, c'est quand même affiché sur l'étiquette parce qu'on est conscient qu'il y a quand même de gros effets d'inertie sur ce point-là. Avec des externalités qui sont extrêmement coûteuses. Aujourd'hui, la FAO estime à environ 10% du PIB mondial les coûts cachés des systèmes agroalimentaires, et ça, c'est sans les pollutions chimiques. La FAO continue le travail cette année pour essayer de chiffrer cette partie-là, pollution chimique. Et globalement, une alimentation qu'on paye très peu cher en caisse, mais qu'on paye très cher via les externalités qui pèsent ensuite notamment sur les impôts pour dépolluer l'eau et les questions d'enjeux de santé publique. Donc pourquoi c'est important? Une autre façon de le voir, c'est que quand on regarde, alors même s'il manque beaucoup de choses sur la partie agricole dans les bases de données d'analyse de cycle de vie, malgré tout, ça permet de constater qu'une grande partie des impacts sont à l'échelle des fermes. Et donc, en fait, l'affichage environnemental, c'est un outil qui non seulement est là pour informer les consommateurs, mais pour rendre visibles des choses qui ne le sont pas. On est aujourd'hui très majoritairement devenus des citadins, très loin des réalités agricoles. Ça permet d'outiller pour comprendre, ça c'est donc du côté consommateur, mais également ça permet d'outiller les entreprises pour améliorer leur offre, c'est bien le grand enjeu. Hein. Et puis, rendre visible, et ça c'est un point très important, rendre visible les trajectoires de progrès des agriculteurs, de leurs organisations, et le tout avec de la nuance. Donc ça, c'est ce qu'on a essayé de réaliser avec l'étiquette qu'on verra un peu plus en détail tout à l'heure. Donc, on est quand même pour les agriculteurs aujourd'hui face à des injonctions très fortes, à la fois de nourrir le monde, je mets toutes les guillemets qui s'imposent, mais globalement, c'est quand même un message fort. Des colères qui se sont exprimées ces derniers mois, notamment sur des enjeux en lien avec tout ce qui est la rémunération, la sécurisation des revenus, et un contexte démographique avec une très grosse attrition
sur les dernières décennies du nombre de producteurs et de fermes, et encore moins 50% dans les 10 années qui viennent. Donc on est face à de grands enjeux pour le renouvellement des générations. Et ce sondage qui a été fait en fin novembre par BVA, qui montre que les agriculteurs, pour près des 2 tiers d'entre eux, estiment que la transition écologique est une nécessité. 23%, donc presque un quart, considèrent même que c'est une opportunité, avec plus de la moitié qui sont très préoccupés, la préoccupation majeure qui est vraiment la préoccupation de la sécurisation du revenu. Voilà, donc ça, ce sont des éléments également qu'on a très présents à l'esprit sur essayer de faire peser les efforts, les responsabilités là où les marges de manœuvre sont les plus grandes, et l'amont agricole est quand même sous des pressions qui sont très importantes. Cet article de 2 chercheurs de l'INRA, Michel Duru et Anthony Fardet, qui sont également membres du collège scientifique du fonds de dotation, fait un tour très complet de ce sujet, en montrant notamment que la qualité des systèmes alimentaires dépend énormément, non pas des agriculteurs ou des consommateurs qui sont souvent accusés de faire de mauvais choix, mais des industriels qui sont en milieu de chaîne ou au niveau de la distribution, et qui jouent un rôle majeur en stimulant en amont une agriculture de qualité, et en aval en proposant une offre aux consommateurs qui soit réellement soutenable. Donc, on est sur des enjeux de santé unique. On a une grande attente au niveau sociétal pour les entreprises de l'agroalimentaire. Et dans ce contexte, donc là je vais aller assez vite, mais juste pour que le panorama soit clair, l'affichage environnemental est encadré par des législations européennes et des législations françaises. Une directive qui s'appelle Green Claims au niveau européen a été proposée par la Commission l'an dernier, et elle vient d'être votée mi-mars par le Parlement européen en plénière. Et cette directive indique que les méthodes qui avaient été travaillées pendant une dizaine d'années, qui sont les méthodes ACV, ne permettent pas de rendre compte des valeurs environnementales des systèmes de production, et notamment pour l'agriculture, la pêche et le textile. Donc vous aurez tout sur le lien pour ceux qui sont intéressés par le détail de cette directive. Mais en tous les cas, ce qu'elle dit également, c'est qu'il n'y aura pas de méthode unique en Europe pour faire de l'affichage environnemental. Et cette directive est au final entièrement dédiée aux dispositifs indépendants. Les dispositifs obligatoires ne sont pas concernés. Donc c'est un texte ambitieux sur lequel on a fait du plaidoyer pendant plus de 2 ans, plaidoyer collectif qui a été vraiment large, avec des scientifiques, des entreprises, des associations, et notamment les associations de consommateurs et les ONG, et qui a permis d'avoir des discussions techniques extrêmement intéressantes avec la Commission et son centre de recherche. Ce qui a permis d'aboutir à quelque chose qui est vraiment très positif sur cette directive. Les rapports du comité d'expertise scientifique interdisciplinaire sur l'affichage environnemental, qui sont également accessibles là sur les liens qu'on a indiqués ici, qui sont publics, permettent également de regarder ces enjeux, notamment l'analyse de la directive Green Claims, et également le rôle que Planet Score joue dans ce panorama. Donc là, je ne rentre pas dans les détails. Et également, pour finir, un texte qui a été publié la semaine passée, dans le cadre de France 2030 par le gouvernement français, et qui cite parmi très peu d'outils dans le cadre du renouvellement des générations en agriculture, et des outils qui sont idoines pour piloter la transition agroécologique sur les fermes, le Planet Score et la méthode Biosyscan, qui est la méthode biodiversité qui est utilisée dans le référentiel Planet Score. Donc ce texte est important parce qu'il donne un signal qui est clair sur la direction à prendre pour l'agriculture. Vous l'avez vu, l'enjeu de renouvellement est vraiment très fort, notamment sur, sans tabou, réduction de l'usage des intrants de synthèse, fertilisants et pesticides, diversification des rotations, préservation des masses d'eau et régénération de la biodiversité, bouclage des cycles des nutriments, augmentation de tout ce qui est ligneux, haies et agroforesterie, extensification de l'élevage, pâturage des prairies et réduction de la déforestation importée. Alors vous le verrez tout à l'heure dans le référentiel Planet Score, ce sont les sujets qu'on porte de manière très explicite depuis le démarrage, depuis un peu plus de 3 ans. Et ce texte pose aussi un objectif explicite d'amélioration de la rémunération des producteurs, qui est à notre sens indispensable pour rendre cette transition possible. Je le dis sans opportunisme, puisque c'est une prise de parole qu'on a, qui est constante depuis 3 ans et qui est accessible sur tout ce qu'on rend disponible sur notre site internet.
Alors, la spécificité de Planet Score parmi les quelques outils qui sont listés dans ce texte, c'est le seul qui transpose l'information sur la valeur environnementale des systèmes de production jusqu'au consommateur grâce à son étiquette. Et ça, c'est un travail qu'on réalise en complémentarité avec les partenaires qui sont sur le terrain. Nous ne sommes pas des acteurs qui travaillons sur le terrain avec les producteurs. Par contre, on utilise tout le travail et toutes les données qui sont pilotées avec les acteurs de terrain et les producteurs. Et dans ce texte, pour terminer, l'État s'est vraiment mis dans une posture d'approche bottom-up qui est vraiment très intéressante, avec une posture donc d'État en réseau fédérateur des énergies, des expertises, des acteurs de terrain. Donc un alignement parfait et pour terminer, des interventions récentes dans d'autres cercles institutionnels et notamment Julia qui est présente aujourd'hui, qui est intervenue pour la FAO la semaine dernière, où on nous a demandé de montrer comment le Planet Score contribuait à l'atteinte de ces objectifs et le Planet Score est perçu comme un levier concret et actionnable pour contribuer à garantir la résilience et la sécurité alimentaire mondiale. Pour terminer sur les enjeux, est-ce qu'on compte réellement ce qui compte? Non, certaines métriques ne sont pas pertinentes. Donc, ce que je vous ai montré tout à l'heure pour la Commission européenne, l'acte de manière assez claire. Et vous verrez ça beaucoup plus en détail tout à l'heure, mais globalement, certaines métriques, dont celle-ci, qui s'appelle le PEF, Product Environmental Footprint, ne fait pas l'affaire parce que tous les systèmes de production sont réputés très bons pour l'environnement et ensuite, quand on regarde du côté des produits issus de l'élevage, on a une vision qui sera étayée par Noémie avec les monogastriques qui sont impeccables et les ruminants qui sont forcément très très mauvais. Donc des choses qui sont assez peu pertinentes à l'échelle des systèmes de production et des rendus qui arrivent à ce type de résultat. Plus les chiffres sont élevés, plus le résultat est mauvais pour l'environnement, défavorable, et où on a des systèmes ruminants pourtant herbagés qui ont des scores bien pires avec cette méthode, qui n'est pas celle que nous utilisons, que des poulets intensifs brésiliens, par exemple. Là, je vais passer très vite, mais globalement, l'histoire est exactement la même quand on regarde des systèmes plein air sur des volailles, des systèmes soit industriels en porcin, soit herbagés en ruminant, avec des notes qui sont extrêmement discriminantes. Hops. Et pour voilà, quand même terminer sur les ruminants, ça c'est donc le pire produit aujourd'hui dans les bases de données PEF, ce sont les agneaux herbagés. Donc voilà, on se retrouve également avec des produits laitiers issus de systèmes forcément ruminants avec de très mauvaises notes, qu'ils soient herbagés ou pas, comme le comté, ou moins herbagés, comme le gouda. Donc là, des notes que je vous montre en éco-score. L'éco-score n'est pas 100% PEF, il est 80% PEF, mais l'histoire est à peu près la même. Hein. Ça reste très très dépendant du PEF. Tous les vins qu'on avait pu voir sur le site de Carrefour à l'époque où l'éco-score était dessus, tous les vins étaient B. Et dernier petit miracle de ce type de méthode de comptage, c'est qu'il y a un système d'allocation qui n'est pas forcément très pertinent et qui permet de dire que le lait est excellent pour l'environnement et que par contre, la vache laitière et son veau laitier, parce qu'on ne sait pas faire du lait sans une lactation et donc sans un veau, que donc ces animaux-là leur viande est très très mauvaise pour l'environnement. Voilà. Donc pour ceux qui connaissent bien les systèmes de production, ça laisse quand même rêveur. Et dernier point, même les bilans carbone, puisqu'on pourrait se dire que ces outils sont au moins utiles pour les bilans carbone. Les bilans carbone posent vraiment question. On n'aura pas le temps aujourd'hui de rentrer dans les détails. Hein, ça n'est pas un webinaire méthodologique. On aura d'autres moments pour ça. Mais en tous les cas, voilà, vous voyez ici quelques chiffres de bilan carbone qui amèneraient à dire que le blé, même importé, est bien meilleur pour l'enjeu climat que des légumineuses de chez nous. La mangue du Brésil, bien meilleure que des fruits rouges européens ou français, et idem, voilà, sur l'agneau, l'image est exactement la même par rapport au poulet que sur du PEF complet. Et malheureusement, on retrouve la même histoire sur le textile, mais là, le gouvernement est en train de travailler sur des correctifs sur l'image globale. Par contre, à ma connaissance, il n'y a pas de correctif sur l'enjeu carbone, et ça, c'est un véritable problème où on se retrouve avec des pulls en laine qui sont avec des notes carbone qui sont très très mauvaises, alors que les pulls en laine sont a priori des vêtements extrêmement circulaires. C'est difficile d'avoir des vêtements plus circulaires que ça. Donc en clair, cette méthode-là de calcul, qui n'a pas été retenue par la Commission européenne comme méthode de calcul unique, est une méthode qui garde le mode de pensée linéaire
du XXe siècle et qui n'est pas à même de résoudre les problèmes auxquels on est confronté dans le système agroalimentaire. Bonjour, donc moi je suis Pierre-Henri Gouillon et donc je suis en fait chercheur sur l'évolution du vivant et donc en particulier sur la biodiversité. Et je voudrais vous dire pourquoi je trouve que toutes ces questions sont vraiment importantes et pourquoi il faut absolument qu'on réfléchisse à une façon de modifier les comportements. En réalité, ça fait quelques années maintenant qu'on a vu pour la première fois notre planète de l'extérieur. Et cette vue a été un choc. On s'est mis à parler de la petite planète bleue. On a compris que notre planète était pas si grosse que ça, tout compte fait, qu'elle était fragile et qu'il fallait et qu'elle était limitée. Et l'idée de limite est une idée relativement récente, tout compte fait. Hein. Et donc, on a défini des limites planétaires et on peut regarder si jamais on atteint ou dépasse les limites de ce que la planète peut fournir dans toute une série de domaines. Sabine en a déjà parlé, je ne vais pas être long, mais donc effectivement, la couche d'ozone, les pollutions atmosphériques, la biodiversité, la température et le CO2, etc. Et ces limites planétaires, eh bien, elles évoluent, et sur les dernières années, elles ont évolué assez vite. Hein. Voilà une vue plus récente que la vue précédente, et vous voyez qu'on a franchi un certain nombre de limites, on a franchi 6 déjà, hein. Et si on regarde donc entre 2009 et 2023, bah, effectivement, les choses ont changé très vite. Et je pense que c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est qu'actuellement, nous sommes dans une période de changement extrêmement rapide sur ces questions de limites planétaires. Et donc, il faut réagir rapidement. Voilà, ça, c'est un point important. Donc, parce que nous avons encore cette vision qui a prévalu jusqu'au XXe siècle, disons, et dont on espère qu'elle changera au XXIe. C'est une société extractiviste, une société qui extrait les richesses de la planète sans les renouveler, sans les laisser se renouveler, et qui donc évidemment n'a aucune durabilité, aucune résilience. Alors, la question de savoir si la biodiversité est une ressource renouvelable ou non est une question intéressante. En réalité, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'elle est renouvelable ou non, selon comment on la traite. Alors, il y a eu des alertes là-dessus, et donc on va y revenir. Mais effectivement, on peut la traiter de façon non renouvelable, et c'est ce que nous faisons à l'heure actuelle très très clairement, ça je vais vous le montrer. D'une part, par les surexploitations, c'est le problème numéro 1 en milieu marin, et puis d'autre part, par une agriculture extractiviste qui fonctionne à l'heure actuelle dans nos systèmes agricoles. Alors, la surexploitation, ben voilà, les stocks de morues et du coup les bénéfices économiques qu'on pouvait tirer des morues au cours du temps. Vous voyez qu'il y a quelques années, les stocks de morues se sont effondrés, et sur le plan économique, ben, c'était une catastrophe parce qu'effectivement, toute l'économie de la morue s'est cassée la figure simplement parce qu'on n'avait pas respecté le renouvellement du stock. On sait qu'il y a des méthodes de pêche qui permettent de renouveler les stocks, et actuellement, ils ne sont pas en place, et du coup, le coût économique est très important. Concernant la biodiversité en général et la biodiversité terrestre, alors il y a vous savez, vous connaissez sûrement le GIEC, qui ailleurs qu'en France s'appelle l'IPCC. IP, ça veut dire Intergovernmental Panel, donc panel intergouvernemental sur le changement climatique. Eh bien, il existe aussi l'équivalent pour la biodiversité, s'appelle l'IPBES, donc panel intergouvernemental sur la biodiversité et les services écosystémiques. Et ce panel intergouvernemental publie, comme le GIEC, donc des rapports, et le dernier rapport était extrêmement alarmant. Et d'ailleurs, donc les scientifiques dont je fais partie ont depuis très longtemps alerté, et encore il y a 6 ans, donc une alerte a été publiée par un groupe international qui a été largement repris dans la presse, où nous disions qu'il serait bientôt trop tard pour arriver à sauver la biodiversité et un certain nombre de questions au niveau de la planète. Alors, c'était pas cette notice que nous avons publiée, c'était pas la première, c'était la deuxième. Là, c'est la notice elle-même. La première, elle était en 92. En 92, c'était le sommet de Rio. Nous avions publié une première tribune à ce moment-là. Elle est passée totalement inaperçue. Totalement inaperçue. Pourquoi? Eh bien, parce qu'au même moment, l'appel de Heidelberg a été publié, signé par de nombreux scientifiques, dont beaucoup de prix Nobel. Et cet appel de Heidelberg était extrêmement pervers. Il disait oui, il y a des problèmes d'environnement, mais il faut faire attention. Les défenseurs de l'environnement sont animés par une idéologie irrationnelle qui s'oppose au progrès. Et cette idée que quand on s'occupe d'environnement, du coup, on est opposé au progrès, eh bien, c'est une idée qui traîne encore beaucoup et qui est malheureuse parce que, évidemment, que s'occuper d'environnement, c'est un progrès en soi, et que opposer le progrès à l'environnement, c'est juste une vision du progrès qui est extraordinairement biaisée et extraordinairement partielle. Alors, on sait aujourd'hui que les signataires ne le savaient pas,
mais que l'appel de Heidelberg a été lancé par les industriels de l'amiante avec l'aide des industriels du tabac. Et donc, en fait, tout ça nous ouvre à une chose qui est quelque chose qui pose de réels problèmes sur ces questions environnementales. C'est ce que des sociologues américains ont appelé les marchands de doute. On y reviendra. Alors, l'IPBES a publié un rapport qui disait que, eh bien, il y avait 5 problèmes majeurs avec la biodiversité: le changement d'usage des sols, la surexploitation, et puis le changement climatique, et puis les espèces invasives. Dans ce tableau, eh bien, il manque quelque chose. Et donc, mais évidemment, il y a des choses qui sont très importantes. Évidemment, la déforestation est un problème majeur au niveau mondial, même si ça n'en est plus un chez nous, parce que la déforestation chez nous, elle a eu lieu du côté du XIIe siècle. Hein. Et également, par exemple, le fait de supprimer des haies, le fait d'enlever des corridors, etc. Tout ça est très mauvais pour la biodiversité. Mais dans le tableau de l'IPBES, eh bien, il y a un manque énorme. Et donc, bon, excusez-moi, c'est la place. Et donc, le problème, c'est que les marchands de doute dont je vous parlais avec l'appel de Heidelberg sont à l'œuvre dans ces questions. Et ils sont à l'œuvre pour invisibiliser ce que leurs employeurs veulent invisibiliser. Et ce qui est invisibilisé, évidemment, on va y venir, hein, c'est ce qui explique que 75%, alors ça c'est une donnée très importante qui est parue il y a quelques années, 75% de la biomasse d'insectes volants a disparu dans les zones protégées européennes. Hein, donc c'est pas la déforestation, c'est pas etc. Comment est-ce que 75% de la biomasse a pu disparaître en 27 ans? Alors ces données-là ont été reprises largement dans la presse, et puis il y a eu une autre donnée qui étudiait la façon dont les insectes, combien d'insectes on trouvait sur les plaques d'immatriculation de voitures. On a trouvé 60% en moins de 20 ans. Il y a vraiment eu un effondrement qui est incroyablement rapide, et ça, je pense qu'il faut être conscient de ça. Nous sommes dans une période d'effondrement extrêmement rapide de la biodiversité. Alors évidemment, on peut vous dire les insectes, on s'en fiche, mais en réalité, premièrement, les insectes, c'est très important pour plein de choses, hein, c'est eux qui décomposent des choses, c'est eux qui pollinisent, etc. Et puis c'est eux qui servent de nourriture à une immense proportion de formes vivantes sur Terre, et qui sont un point de départ de chaîne trophique. Donc on ne peut pas se moquer des insectes. Et d'ailleurs, maintenant, on regarde les oiseaux, les batraciens, etc., on retrouve les mêmes résultats. Donc en vérité, c'est tout le monde vivant. Il y a quelques espèces qui tirent leur épingle du jeu, mais globalement, tout le monde vivant est en train de s'effondrer. Et ça, la raison pour laquelle ça se passe, eh bien, comme je vous le disais, il y a les raisons qui ont été données tout à l'heure par l'IPBES, mais eh bien, il y en a au moins une qui est complètement cachée. Et elle peut nous être expliquée par le fait qu'il y a des intérêts importants pour qu'on n'en parle pas. Et évidemment, il s'agit des pesticides. Hein. Je voudrais juste vous citer une histoire qui s'est passée dans la dernière décennie. En 2013, l'EFSA, donc l'instance européenne qui donne les autorisations pour les pesticides et pour les OGM, etc., l'EFSA s'est dit que ça serait intéressant de regarder la toxicité chronique des produits qui étaient acceptés sur les abeilles. Parce que pour le moment, on regarde que la toxicité aiguë, c'est-à-dire je pose le produit, est-ce que l'abeille meurt? Si elle ne meurt pas, tout va bien. Si je regarde la toxicité chronique, ça donne d'autres résultats, et l'EFSA propose un protocole pour ça. Ce protocole n'a jamais été mis en place. Pourquoi? Eh bien, tous les producteurs de pesticides ont publié ensemble un article. Hein, il y a Bayer, il y a Syngenta, il y a BASF, il y a Dow Chemical, etc. Tous publient ensemble un tableau qui dit combien de leurs pesticides seraient encore acceptés si on mettait en place le protocole de l'EFSA. Et le résultat, je vous le redonne ici, 79% des herbicides ne passeraient pas le test, 75% des fongicides, donc les produits qui tuent les champignons, ne passeraient pas le test, 92% des insecticides. En moyenne, hein, l'article dit que 82% des pesticides actuellement acceptés tuent les abeilles. Je voudrais que vous vous rendiez compte que si je vous dis que, en gros, 80% des herbicides tuent les abeilles, un truc qui est fait pour tuer une plante et qui tue une abeille, ça veut dire que ça tue tout le monde, en gros. Hein, de même pour les fongicides. Bon. Donc, en réalité, ce qui se passe actuellement, c'est que nous sommes en train d'empoisonner l'ensemble de la surface de la planète avec des pesticides. Et ça, c'est invisibilisé dans le travail de l'IPBES. Bon, c'est pas tout à fait étonnant dans la mesure où beaucoup de producteurs de pesticides sont présents dans l'IPBES. Hein, mais là, il faut absolument pas continuer à se voiler la face. Hein. Voilà la carte de distribution des pesticides, d'exposition aux pesticides au niveau mondial. Il s'agit d'un problème planétaire. Hein. Nous sommes en train d'empoisonner toute la planète. Donc, effectivement, il y a bien des problèmes de déforestation, il y a bien des problèmes avec les haies, il y a des problèmes avec toutes sortes de choses, mais
il y a un problème majeur qui est pour le moment invisibilisé et il faudra absolument s'en occuper si jamais on veut régler les problèmes, parce que si jamais on règle tous les problèmes sauf le fait qu'on empoisonne tout, ben, ça ne marchera pas. Donc voilà, je voudrais vous dire que il y a donc à prendre en compte ces questions. Hein. Le vivant, nous sommes des êtres vivants, nous appartenons à l'écosystème terrestre. Le vivant, c'est le tissu vivant de la Terre et toute la résilience des systèmes vivants repose sur notre action à l'heure actuelle et est essentielle pour au moins notre bien-être et peut-être notre survie. Je pense que nous ne pouvons pas faire l'impasse sur ces questions. Nous devons absolument nous y mettre et les problèmes de biodiversité, si jamais on n'y prend pas garde, pourraient bien devenir des problèmes bien plus graves encore que tous ceux qu'on est en train de connaître et de traiter. Donc, la biodiversité, je pense que c'est un élément absolument essentiel. Je pense que si on veut qu'il y ait une résilience des systèmes, eh bien, il faut absolument que les biodiversités soient maintenues. Hein, ça, c'est le premier point. Deuxième point, je voudrais insister sur le fait que si on veut traiter toutes ces questions, il faut une vision systémique. On ne peut pas regarder chaque point indépendamment. Il faut une vraie vision systémique, et en particulier de l'agriculture, si jamais on s'intéresse à la biodiversité. D'autre part, il ne faut pas se voiler la face. Il y a des choses qui sont invisibilisées parce que des intérêts existent pour les invisibiliser. Moi, je pense que c'est le jeu, chacun joue son jeu, mais le jeu collectif, eh bien, il consiste à dire que on ne peut pas maintenir invisible des causes qui sont très importantes. Voilà, ne nous voilons pas la face, et nous avons besoin maintenant de nous définir. On sait à peu près vers où il faut aller, il faut définir ce cap, et maintenant il faut se donner une direction pour aller en direction de ce cap, et je vais laisser mon successeur parler de cet aspect de nos actions. Alors, juste un petit point d'intro pour Xavier Poux. Là, on parle de trajectoire de progrès pour l'agriculture, donc donner des repères ou dire qu'on améliore l'offre ou faire des trajectoires de progrès. Ça veut dire qu'on définit, qu'on est tous d'accord que le point A actuel n'est pas soutenable ou n'est pas satisfaisant et qu'il y a un point B vers lequel on tend. Donc la question du cap, en fait, vers quoi on cherche à tendre. Vous trouverez sur le site internet de Planet Score une documentation assez riche, et notamment les publications de l'IDRI, donc celle que Xavier Poux va nous détailler, également celle du CNRS, l'équipe qui est autour de Gilles Billen et Josette Garnier, sur ces sujets de merci, sur ces sujets de cap. À toi, Xavier. Également les travaux de Solagro Biodiversité qui sont très riches. Alors, Xavier, ton micro est coupé. Certes, ça va aider de le remettre. Merci. Bonjour à tous, donc Xavier Poux. Moi, je suis ingénieur agronome. Je travaille dans un bureau d'études et de recherche qui s'appelle ASCA et qui travaille sur ces questions de développement agricole et de lien à l'environnement avec une focale biodiversité hein, qui est tout à fait importante. Alors, pourquoi je me retrouve aujourd'hui dans ce webinaire? Eh ben, c'est que, comme Sabine l'a évoqué, je suis co-auteur avec Pierre-Marie Aubert de l'IDRI d'une prospective qui s'appelle TIFA, 10 Years for Agroecology, et qui s'est retrouvée être embarquée comme étant la boussole du Planet Score, donc et comme étant un petit peu un référentiel qui sert à poser les enjeux à la fois en termes écologiques. Hein, dans agroécologie, il y a écologie et agriculture, et c'est un petit peu cette vision qui est convoquée dans notre analyse. Alors là, vous avez sous les yeux les deux publications phares de cette entreprise de prospective, l'étude IDRI à gauche en rouge, assez technique, et puis à droite un livre grand public qui aborde aussi des questions plus sociologiques, de chaîne de valeur, etc., que je vais pas avoir le temps de développer aujourd'hui, mais sachez que vous pourrez peut-être trouver des choses dans cet ouvrage. Dans le titre de TIFA, donc 10 Years for Agroecology, il y a le mot Europe, et je pense que c'est important aussi de considérer le système alimentaire à la bonne échelle,
Hein, je pense que vous êtes tous ceux qui travaillent dans le secteur, dans le webinaire, être conscients que on ne peut pas raisonner seulement à une échelle purement nationale. Il faut bien prendre en compte un système alimentaire qui aujourd'hui est pour beaucoup structuré à cette échelle, et en plus c'est une entité politique qui est tout à fait importante. Alors, qu'est-ce que c'est que TIFA? Alors, TIFA, ça pose, je pense que vous êtes tous au courant, enfin certains d'entre vous sont au courant de tous les constats qu'on a fait auparavant, mais toute la question qu'on va se poser, c'est OK, très bien. Maintenant qu'on dit ça, est-ce que les solutions qu'on entrevoit, qu'il faut mettre en œuvre pour arrêter l'érosion de la biodiversité, voire la reconquérir, pour le climat, etc., est-ce que ces solutions qui vont avoir un impact sur la production, elles ne sont pas telles que précisément on n'arrivera plus à se nourrir en Europe, voire à nourrir le reste du monde? Donc ça, c'est une question qui est extrêmement sérieuse et qu'on a pris en charge dans cette prospective en essayant de poser la question, est-ce qu'à l'échelle européenne, si on adopte les principes de l'agroécologie, c'est-à-dire la réduction radicale des intrants de synthèse, engrais et pesticides, l'agroécologie avec les végétations semi-naturelles, en fait, tout le cahier des charges que Sabine vous a présenté, qui est dans France 2030, Relance 2030, qu'est-ce qui se passe si on adopte ces principes? Alors, pour ce faire, on a envisagé un scénario qui généralise, qui est radical au sens de si on veut prendre au sérieux les problèmes très graves qui ont été exposés auparavant, eh bien, il faut changer de manière radicale les modes de production et de consommation. Eh bien, on va modéliser ça et je vais vous le placer dans les diapos suivantes, mais très rapidement, le résultat, c'est que oui, on peut adopter un mode agroécologique qui ne remette pas en cause une sécurité alimentaire, qui voire même la renforce à beaucoup d'égards, mais évidemment, ça se fait moyennant un changement de régime alimentaire et moins de produits animaux sur lesquels je reviendrai. Donc, cette question de la place de l'élevage est tout à fait essentielle. Qu'est-ce qu'on mange comme produit issu d'élevage est tout à fait essentiel dans la résolution de l'équation. Donc, une petite pastille paysagère pour illustrer ça, parce que je pense que les enjeux de biodiversité, on y comprend bien que si on adopte cette approche d'écologie du paysage qui est tout à fait centrale. Alors, je ne vais pas me réétendre sur ce graphique qui vous a déjà été présenté. Ce qu'il y a d'important dans ce graphique, je pense que c'est l'idée de multifonctionnalité. C'est-à-dire qu'on a la biodiversité, on a les pesticides, on a les cycles d'azote, on a le climat, etc. Et c'est absolument essentiel de prendre tout ça ensemble, de front, si je puis dire. Et notamment, si je dis ça, c'est que vous avez un courant de pensée qui va mettre tout l'accent sur le climat en se disant c'est la mère de toutes les batailles et finalement les autres questions vont en découler et c'est un peu accessoire. Or, ce qu'on a vu, c'est que c'est absolument pas l'approche qu'il faut adopter. Donc il y a une exigence supplémentaire qui est clairement posée par cette question de biodiversité, de bouclage de flux d'azote et d'usage des intrants de synthèse, à commencer par les pesticides. Et si on relie cette problématique avec l'élevage dont j'ai parlé ou la consommation de produits animaux, eh bien on voit que c'est une rotule tout à fait importante pour comprendre les enjeux, parce que cette production animale, soit ça peut être le pire et qui explique pour beaucoup les dépassements à l'échelle globale de ces limites planétaires, parce que, d'une part, la production animale va avoir un impact en elle-même quand on a des fermes-usines qui sont concentrées dans l'espace, qui polluent, etc. Et indirectement par la pression qu'elles exercent pour nourrir tous ces animaux par le feed, avec soit la déforestation importée, soit directement une intensification de la production végétale pour nourrir ces animaux. Et à l'inverse, ce qui est intéressant, c'est que si on change les modes d'élevage, eh bien, ce qui était problème peut devenir solution, parce que l'élevage peut être mobilisé pour boucler les flux. Quand il est extensif, c'est bon pour la biodiversité, notamment en Europe, etc. Je vous réfère à l'image que je vous ai présentée précédemment.
Alors, on pourrait se dire jusqu'à présent, ok, c'est un truc d'écolo, mais oui, c'est un truc d'écologie. Hein, je pense qu'il faut pas se cacher derrière son petit doigt là-dessus. Mais c'est aussi ce que vous a présenté Pierre-Henri. L'image de la morue, ça fait quand même réfléchir quand on est pêcheur. Et je ne sais pas si vous avez en tête cette courbe d'évolution des rendements du blé depuis plus de 100 ans. Et la situation actuelle, c'est ce qu'on voit, c'est que, un, on atteint des plateaux, et deux, ça devient de plus en plus du yo-yo. Alors, qu'est-ce qui explique ça? Le changement climatique, à coup sûr, mais le dysfonctionnement des écosystèmes, et notamment que ce soit à l'échelle des paysages ou des sols, est quand même un signal d'alarme assez important. Et on pourrait se poser la question, et on doit même se poser la question de comment l'écologie peut être une assurance vie pour continuer une production. Alors, sans doute à des niveaux moindres que ce qu'on a aujourd'hui, mais de manière beaucoup plus durable et résiliente. Donc pour ce faire, l'histoire elle nous est quand même assez utile, c'est de regarder ce qui s'est passé dans le passé, non pas pour le refaire, mais pour comprendre les mécanismes d'écologie. Et là, cette diapo, c'est juste pour traduire de manière un petit peu compliquée le paysage que je vous ai montré tout à l'heure. On va retrouver les complémentarités culture-élevage, le bouclage des flux, ce qui se passe au niveau des cultures, au niveau des différentes formes d'élevage pour prendre en compte les différents enjeux auxquels nous sommes confrontés. Alors, pour aborder la question, je vous ai parlé d'un exercice de modélisation, il faut d'abord bien poser le diagnostic. Quel est le bon point de départ de l'analyse? Alors, ce point de départ, on l'a résumé en regardant un petit peu les statistiques et les modèles qu'on avait à disposition. Notre élément de départ, c'est 2010, donc la base de données notamment Eurostat, mais peu importe. Alors, ce qu'on constate, c'est qu'il y a des points clés. D'une part, je l'ai un petit peu évoqué, mais la part de la production végétale qui va pour nourrir des animaux, et notamment des animaux industriels. Hein. Donc, on va penser notamment à toute la production de granivores, hein, porcs et volailles, aussi en partie d'ailleurs les herbivores qui ne mangent pas que de l'herbe, mais qui mangent aussi de l'herbe. Donc, un usage massif de ces cultures pour nourrir des animaux d'élevage industriel. Je ne sais pas si vous êtes au courant, pour compléter la ration de ces animaux, on importe du soja qui représente à peu près 1/5 de la surface agricole européenne. Et quand on compte globalement ces importations de soja, en fait, on s'aperçoit que ça crée une dépendance calorique nette, c'est-à-dire qu'on importe plus de calories qu'on en produit et qu'on en exporte. Alors ça, je pense que c'est important aussi pour, l'autonomie alimentaire et la résilience alimentaire, qui est un sujet politique très important et très présent aujourd'hui, et deux, par rapport aux enjeux, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'il y a une responsabilité de l'Europe à nourrir le monde. Je pense que le diagnostic permet de dire que c'est un petit peu l'inverse. C'est le monde qui nourrit l'Europe et plutôt même, pour être plus précis, l'élevage industriel de l'Europe. Donc ça pose des enjeux dans une perspective assez différente en termes même de responsabilité, si je puis dire, de production. Et donc ces questions-là, évidemment, elles renvoient à tous les impacts qu'on n'a pas le temps, que je vais juste évoquer sur le bien-être animal, sur les écosystèmes, sur le métier d'agriculteur, et puis d'un point de vue de la chaîne de valeur, même sur la sécurité d'approvisionnement des filières. C'est-à-dire que quand les rendements commencent vraiment à faire ça et que ça généralise dans le reste du monde, il y a ce problème de résilience et de sécurité à l'avenir qu'il faut prendre en compte pour pas se retrouver dans le cas de la morue où ce sera trop tard quand la maille de la biodiversité pourra s'être complètement déchirée et devenir très problématique. Alors, moins de production, c'est clair. Et donc, il n'y a pas de solution magique. Il faut changer notre manière de manger. Alors, pour changer notre manière de manger, là, vous avez le graphique qui présente l'assiette qu'on a modélisée dans TIFA. En fait, ce qui change beaucoup, c'est plus de fruits et légumes, plus de légumineuses, mais pas tant que ça, légumineuses graines. Oui, enfin, on part de tellement rien qu'on augmente d'un facteur 9 ou 10, etc. Mais ce qui change beaucoup, ce qui vaut le coup, c'est de faire un zoom sur les produits issus de l'élevage. Donc, vous avez à gauche la situation actuelle, avec en rouge foncé les ruminants, en rose les granivores, donc porcs et volailles, en jaune les œufs, en bleu clair le lait et en bleu foncé les poissons. Et puis vous avez à droite la même chose, mais pour notre scénario TIFA. Ce qu'on voit, c'est que on mange beaucoup moins de produits animaux,
conformément à ce que je vous ai raconté. Ça relâche la pression sur l'ensemble de la production. Et puis, c'est un fait qui est assez notable dans TIFAS. On voit qu'on mange encore beaucoup de granivores, mais on mange relativement moins de viande, relativement peu en moins, si je puis dire, de viande de ruminants qui reste assez pratiquement au niveau actuel. Alors, ça, c'est la question. C'est pourquoi ça? Eh bien, en fait, c'est que si on extensifie le lait, et comme Sabine l'a présenté, une vache laitière, ça fait un veau. Et un veau, il faut le manger. Et si vous extensifiez la production laitière, ben vous avez une coproduction de viande. Et en fait, c'est, j'allais dire le prix à payer, mais plutôt, on va dire, c'est plutôt la condition pour avoir une agriculture extensive et riche en biodiversité. Pierre-Henri a parlé des abeilles. Vous imaginez bien que les abeilles sont plutôt heureuses avec ce type de prairie qui est permise par ce type d'élevage. Alors, les résultats, ils sont, on peut les synthétiser comme ça. C'est un petit peu caché, mais on va pas se cacher sur le fait que ça produit moins, 30% de production végétale en moins, près de la moitié de production animale, tout confondu, en moins aussi. Mais c'est la condition pour arriver à prendre en compte les enjeux qui ont été évoqués en termes d'alimentation saine et durable, quand même, plus de pesticides. Je l'ai peut-être pas assez dit, mais on a fait des hypothèses d'arrêt des pesticides et des engrais de synthèse, ce qui permet de prendre en compte les enjeux de biodiversité. Ça a des impacts très positifs sur le climat et la déforestation, et on va revenir là-dessus, mais notamment le fait de se passer d'engrais de synthèse. Ça, c'est beaucoup moins médiatique que le méthane, mais l'autre gros gaz à effet de serre qui est associé à l'agriculture, ça s'appelle le protoxyde d'azote, c'est associé à l'usage des engrais de synthèse, et c'est un puissant gaz à effet de serre qui dure extrêmement longtemps dans l'atmosphère, contrairement au méthane, et je vais y revenir. Donc, tout ça, ça paraît presque trop beau pour être vrai. Eh bien, il y a un compromis à faire, qui est manger de moins de produits animaux. Alors, ils seront sans doute meilleurs. Je pense que Noémie va vous apporter un petit éclairage là-dessus. Ça sera mieux que du porc sur caillebotis. Et puis, il y a aussi une autre idée qui est très importante, c'est qu'il faut bien évaluer tout ça à l'échelle du système alimentaire. Alors, évidemment, quand on fait de l'affichage environnemental, c'est le thème du webinaire, on a tendance à se dire quel est l'impact d'un kilo de blé, d'un kilo de lait, d'un kilo de viande, d'un kilo de soja, etc. Ce que je vous raconte, c'est qu'on ne peut pas le faire d'une manière purement isolée, que ça dépend du système dans lequel ce kilo de blé est produit. Est-ce qu'il est produit dans une monoculture ou dans une polyculture, etc. Donc, c'est bien cet ensemble du système de production avec son empreinte spatiale et sa logique technico-économique qu'il faut prendre en compte pour évaluer les enjeux. Alors, peut-être que vous avez un warning qui est dans votre cerveau qui se dit ok, mais alors attendez, il nous a parlé de beaucoup de viande de ruminants, beaucoup de prairies. Est-ce que c'est responsable d'un point de vue du climat? Et là, vous avez les graphiques que vous retrouvez très facilement sur Internet si vous tapez ruminants gaz à effet de serre, et vous voyez tous ces graphiques qui montrent un impact très très fort et qui est mesuré avec ce qu'on appelle le CO2 équivalent par an. Alors, c'est une métrique qu'on utilise tous, en fait, sans savoir ce qu'il y a derrière, sans même réfléchir à vraiment ce qu'il y a derrière. Et je voudrais juste, dans le cadre de ce séminaire, apporter une source de perplexité pour dire que c'est un poil plus compliqué. Alors, c'est un petit peu caché par le diaporama, on en est désolé, mais ce que vous montre ici, c'est une diapo avec un article qui a été écrit par des membres du GIEC, des climatologues anglais d'Oxford qui ne sont pas des climato-sceptiques. Et cet article, il dit en bon français, une solution à l'interprétation erronée des émissions de gaz à effet de serre à courte durée de vie. Donc, la question c'est, on considère qu'il y a tous ces gaz à effet de serre, dont le méthane qui est associé au ruminant. Or, le méthane, il faut savoir, ça dure 12 ans dans l'atmosphère, versus le CO2 qui dure pratiquement des milliers d'années, et ce fameux protoxyde d'azote qui dure plus de 100 ans dans l'atmosphère. Donc en fait, on a un peu des choux et des carottes, avec des gaz flash comme le méthane, et des gaz à effet très très long comme le CO2 et le protoxyde d'azote. Alors, juste pour dire que on peut pas facilement, enfin c'est pas si simple d'assimiler des émissions qui sont celles qui sont mesurées par cette empreinte carbone avec un impact sur le climat. Ben, réfléchissez au fait que le gaz à effet de serre qui est le plus émis dans le monde et de loin, c'est la vapeur d'eau, qui explique 16 degrés de la température de notre planète. Mais comme on est sur des cycles extrêmement rapides de l'ordre de quelques semaines, eh bien, en fait, on est à des flux constants
Et la vapeur d'eau, elle a réchauffé à des époques géologiques, mais aujourd'hui, à teneur constante, elle ne réchauffe plus. Eh bien, en fait, pour le méthane, c'est un petit peu la même idée. Alors, juste pour se représenter les choses, voilà un graphique qui est venu de l'équipe de chercheurs dont je vous parlais, les climatologues. Vous avez à gauche les émissions, si vous voyez ma souris, et à droite les concentrations qui sont directement l'effet sur le climat. Donc l'idée est très très simple, c'est que si vous avez en haut des gaz à effet de serre qui durent longtemps dans l'atmosphère, si vous avez des émissions constantes, ils vont s'accumuler et donc ça va réchauffer. Et donc pour ne plus atteindre de réchauffement, il faut que ces émissions deviennent nulles. Et si vous avez dans le cas du méthane des émissions qui sont constantes et vous avez des flux extrêmement rapides, extrêmement rapides, 12 ans, c'est relativement rapide, et bien en fait, vous allez avoir une concentration constante dans l'atmosphère et donc un réchauffement qui, dans l'ensemble, va être nul. Hein. Ça, c'est assez choquant, mais de dire ça dans un premier temps, mais c'est ça le raisonnement. Donc, je ne vais pas vous faire toute la démo, là, il faudrait un autre webinaire en lui-même, on va prévoir de le faire, mais juste pour vous indiquer aussi, dans une publication de l'INRI sur l'affichage environnemental, c'est rappelé, et ça vient du GIEC, en fait. Si vous regardez le rapport du GIEC de 2019, il dit bien, il n'y a pas une seule métrique qui s'impose, il n'y a pas le PRG, le pouvoir réchauffant global à 100 ans, qui est celle qui est utilisée pour le CO2 équivalent. On peut utiliser aussi la métrique qui est développée par les chercheurs anglais dont je vous ai parlé, qui s'appelle le PRG étoile, dont vous avez peut-être entendu parler ou dont vous allez entendre parler. Et donc, ça montre bien que la question est ouverte et qu'on ne peut pas simplement assimiler l'impact climat de notre système alimentaire à un calcul d'émissions qui est misrepresentation, si vous vous souvenez de la publication. Alors, donc, ça sera pour terminer. En fait, on peut avoir la question qui nous est beaucoup posée quand on présente nos travaux, c'est de dire, OK, bon, vous promouvez une agriculture extensive, mais il faut savoir, un, que ça consomme de l'espace, et deux, que ça met beaucoup de méthane. Donc, votre agriculture extensive, elle n'est pas responsable d'un point de vue environnemental. Alors, on peut voir, c'est le côté barré, les émissions de méthane, on voit que c'est plus compliqué que ça et que dans le système alimentaire actuel, en fait, l'impact est nul. Il faut le dire. Je suis sûr qu'il va y avoir des questions là-dessus, mais c'est basé sur de la bonne science. Et sur la consommation d'espace, qu'est-ce que ça veut dire consommer de l'espace? Quand vous avez l'agneau herbagé, dont Sabine vous a montré la photo, qui est associée à une coproduction de biodiversité, est-ce qu'on consomme de l'espace? Non, moi je dis qu'on coproduit de la biodiversité. Effectivement, si on consomme 1 hectare de maïs irrigué dans des conditions trop sèches, là il y a un problème. Donc, la question, c'est effectivement d'envisager une extensification de l'agriculture. Et puis, on va nous dire, oui, mais OK, si tout le monde veut manger extensif, ça ne va pas être possible. Effectivement, ça ne va pas être possible. Et c'est bien la condition de la sobriété générale. Là, je reviens vraiment à la première diapo qui a été présentée sur les C3D. Il faut une sobriété, et cette sobriété est la condition de notre donc voilà, pour terminer, TIFA et tout ce raisonnement, ça nous semble être la bonne boussole pour prendre en compte de manière conjointe tous les enjeux de multifonctionnalité de l'agriculture qui sont donnés. Et je crois que Noémie va redescendre encore sur le terrain avec la présentation de son expérience. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup Xavier. Et en effet, donc moi je m'appelle Noémie Calais. J'ai un parcours d'agricultrice venue d'un autre milieu puisque j'ai fait Sciences Po Paris auparavant en 2014 et je suis devenue donc agricultrice en 2018 et ça a l'air étonnant comme ça mais pas tellement en fait parce que 60% des nouveaux installés en agriculture de nos jours ne sont pas issus du milieu agricole à l'origine. Effectivement, on nous dit qu'il y a un petit retour, un petit écho. Ouais, voilà, là c'est résolu. En fait, voilà, 60% des nouveaux installés ne sont pas issus du milieu agricole, donc la sociologie agricole est en train d'évoluer, les pratiques également, elles sont en mutation, et on doit s'installer désormais dans un environnement qui est dégradé, qui est soumis à des aléas climatiques, et donc ça, on en parle dans le livre Plutôt nourrir, que j'ai coécrit avec Clément Osé, qui a également fait Sciences Po avec moi il y a une dizaine d'années. Oui, il y a apparemment un petit problème avec le son. Je ne sais pas si c'est résolu. Est-ce que c'est résolu ou pas?
Non, le son est mauvais alors qu'il était bon tout à l'heure. Bon, écoutez, je continue, n'hésitez pas à me dire si c'est compliqué. Mais en tout cas, pour ma part, ce que je vais vous raconter, c'est une histoire de transition de modèle, car je me suis installée sur une ferme qui était en élevage intensif pendant 35 ans. Donc, c'était vraiment des truies en bâtiment, sur caillebotis, 3000 cochons à côté qui étaient élevés en intensif. Et 110 hectares de céréales autour de cette ferme. Donc, on est sur une ferme qui est quand même grosse, qui fait 1,5 fois la taille moyenne des fermes françaises. Et en fait, la cédante, Marie-Sylvie, n'a pas trouvé de repreneur. Parce qu'en fait, les mises aux normes de cet élevage-là, pour aller vers du mieux, des aires paillées, de l'accès au plein air, etc., ça coûtait extrêmement cher. Et il y avait des problèmes environnementaux et économiques qui étaient très importants. Une dépendance au soja d'Amérique du Sud pour nourrir ces animaux, des coûts énergétiques très très forts, des fuites de lisier qui ont pollué les cours d'eau voisins lorsque je suis arrivée sur cette ferme. On me demande de me rapprocher du micro. Attendez, je vais essayer autre chose. Vraiment désolée pour ce petit contretemps. Je vais mettre un micro, ce sera plus simple. Hop. Voilà. Est-ce que c'est... Est-ce que ça fonctionne? Oui, je vois des pouces qui se lèvent. C'est super, parfait. Donc voilà, c'était un modèle qui ne trouvait pas de repreneur, notamment parce que les nouveaux installés ne voulaient pas aller vers un modèle comme ça, parce qu'en fait, il faut s'endetter énormément quand on s'installe pour acheter 110 hectares, des bâtiments, un cheptel, et être en fait très dépendant économiquement, en aval comme en amont. Pour trouver des salariés, c'était très compliqué également. Quant au bien-être animal et aux attentes sociétales, vraiment, c'était complexe aussi. Mais il n'empêche que moi, je me suis installée donc sur ces terres, sur 4 hectares de ces 110 hectares, sur un modèle complètement différent. Moi, je suis passée sur autre chose. Xavier a beaucoup parlé de la nécessité de manger moins mais mieux. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est de m'installer avec une race rustique, le porc gascon, en plein air, avec une viande de très bonne qualité. Je fais aussi grandir pas mal de porcelets, 200 par an à peu près, que je vends à plein d'autres petits éleveurs du coin. Voilà, donc la cédante était très étonnée de voir qu'en fait ce modèle fonctionnait très bien, qu'on n'avait pas besoin d'enfermer les truies en cage, de couper les dents, de couper les queues, etc. des cochons. Donc il y a vraiment tout un nouveau narratif à travailler sur la place de l'animal dans nos sociétés et notre consommation de viande. Et alors là, vous allez vous dire, oui, ben Noémie, elle est drôle avec ses 4 hectares et ses quelques cochons. C'est pas avec ça qu'on va nourrir le monde et elle va opposer les deux modèles. Ben non, en fait, c'est pas une histoire d'opposition que je vais vous raconter, c'est une histoire véritablement de transition. Parce qu'en fait, on a gardé les 110 hectares. On a toujours une ferme qui est grosse, on a toujours une ferme qui est 1,5 fois la taille la taille d'une ferme moyenne en France. Simplement, on s'y est mis à plusieurs et on a fait toute une transition. Désormais, notre ferme est beaucoup plus intensive en termes d'emploi, puisqu'on est passé à l'époque de Marie-Sylvie, il y avait 4,5 équivalents temps plein. Maintenant, on est passé à 12 agriculteurs à temps plein sur cette ferme. Il n'y avait que du porc et des céréales qui servaient à nourrir ces porcs hors sol. Désormais, on a du maraîchage, des céréales, des ovins caprins pour fournir des produits laitiers, de la viande, des porcs noirs, des boissons végétales. Donc, on a vraiment intensifié tout ça. Et on travaille aussi en regardant de près les limites physiques de notre terre, parce qu'on s'est installé à un endroit où il y a énormément d'érosion, il y a énormément de sécheresse. Donc, en fait, il faut qu'on travaille différemment et il faut qu'on alloue les terres différemment. Donc, les terres les plus fertiles en bas de colline, elles vont être dédiées au maraîchage. Les terres très, très pentues, ça va être pour faire pâturer des animaux. Ça va être aussi pour remettre des fruits. Parce qu'en fait, on a des terres qui sont tellement pentues que même les agriculteurs voisins, qui sont des gros céréaliers hyper performants, ne voulaient pas les prendre, les racheter, ni même les louer ou quoi que ce soit, parce qu'elles sont beaucoup trop dangereuses et que personne n'a envie de se casser le cou en travaillant des terres céréalières. Ben, nous, on y a mis des arbres fruitiers, ça tombe bien, parce que côté souveraineté alimentaire, s'il y a bien une filière qui est déficitaire en France, c'est celle-là. Et la deuxième, c'est l'azote. Et nous, on n'utilise pas d'engrais azotés ni de pesticides pour fertiliser nos terres grâce à cet équilibre qu'on a trouvé entre l'animal et le végétal. Voilà, ça c'est une grande parcelle sur laquelle, qui était très très érodée quand on s'est installé. Donc l'érosion, c'est un vrai sujet, c'est pas une lubie d'écolo, c'est vraiment ce qui nous permettra d'avoir un sol qui puisse encore continuer
à nous nourrir demain, à faire du végétal, à faire des céréales. Donc, on a beaucoup travaillé sur cette problématique de l'érosion. On a replanté des haies. Ça, c'était notre chantier en janvier dernier. On a replanté à peu près 3000 arbres sur cette parcelle pour en fait fixer le sol, ramener de la biodiversité, ramener des pollinisateurs qui, eux aussi, sont nos auxiliaires et nos collègues pour faire pousser des végétaux demain. On est aussi une ferme qui parle de tout ça. On a reçu encore hier des parlementaires pour parler de la résilience, pour parler de la souveraineté alimentaire dans le cadre actuellement d'examen de la loi d'orientation agricole. C'est vraiment des sujets qui nous tiennent à cœur et des modèles d'avenir. Alors, pour revenir un petit peu sur les métriques, c'est que vous avez compris que moi, ma lubie, c'était le cochon et les modèles qui tournent autour de cet animal-là. Et le 20 mars, je suis allée à une rencontre sur l'affichage environnemental des produits du porc qui était organisée par l'IFIP. Il y avait aussi l'INRAE, l'ADEME, etc. Et donc moi, je me suis dit, chouette, affichage environnemental, on va donc parler de la transparence envers le consommateur, ainsi que de la transition vers des modèles plus vertueux pour les producteurs. Et là, gros problème, en fait, le prisme d'analyse qui était pris dans cette journée de rencontre, c'était Agribalise, donc basé sur les métriques ACV-PEF dont vous parlez, Sabine, au démarrage. Et problème, dans ce genre de métriques, on se retrouve, Sabine l'a mentionné un petit peu en amont, avec le porc intensif sur caillebotis qui est considéré comme le meilleur élève. Ensuite, moins bon élève, c'est le porc où il y a de la litière paillée. Et puis, le très, très mauvais élève, ça va être le porc en extensif en plein air. Alors, comment ça se fait? C'est parce qu'en fait, ces métriques-là sont pondérées par le rendement. L'unité fonctionnelle, c'est le kilo produit. Donc, avec ce prisme-là, plus on intensifie, plus on a d'animaux, plus c'est supposé efficace et meilleur est le coût environnemental. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a laissé pantoise parce que c'est une métrique qui est la métrique du statu quo qui ne va pas du tout vers une transition alors qu'il y a une urgence absolue à revoir nos modèles d'élevage, à sortir de l'intensif. Xavier l'a bien dit juste avant, il faut qu'on soit dans une consommation de viande qui soit vraiment plus faible, aller vers du moins mais mieux. On a une demande sociétale qui est de plus en plus pressante pour le bien-être animal et aussi une demande des agriculteurs d'être rémunérés, avoir des systèmes autonomes. Et clairement, là, si on a du mal à trouver des repreneurs dans les systèmes intensifs, c'est que ce sont des modèles extrêmement fragiles également aux zoonoses, fragiles également aux énergies fossiles parce que très consommatrices d'énergie fossile et dépendantes de circuits très longs en amont comme en aval. Donc en fait, il y a des voies qui existent pour aller vers un autre horizon, pour aller vers une transition. Et vraiment, avec des scores comme ça, une métrique environnementale de ce type, vraiment gare à la défiance des consommateurs, des ONG, des producteurs eux-mêmes, parce qu'il faut aller vers cette transition et il faut pas, il faut pas être dans cette dynamique du statu quo. Et il y a quelque chose aussi qui m'a marqué dans cette journée de rencontre, c'était l'allocation entre morceaux. On a vu tout à l'heure l'allocation entre le lait et la viande, mais en fait, c'est pareil au sein tout simplement des produits de charcuterie. Le poids, le coût environnemental va être majoritairement porté par les morceaux les plus nobles et le gras, par exemple, aura un coût environnemental très faible. Et en fait, clairement, quand on va vers un saucisson qui est composé de gras et de viande, là, ce qui nous a été montré, c'est que si on met un petit peu moins de viande mais plus de gras, en fait, la note environnementale sera meilleure. Ça pose un réel souci de transparence et de nutrition pour le consommateur. Voilà, donc j'ai été marquée par cette rencontre-là, d'autant plus que ce qui était présenté s'inscrivait dans des scénarios à horizon UE 2050. Il y avait plusieurs scénarios qui étaient évoqués. Celui qui prenait en compte le bien-être animal welfare, a été très vite discrédité parce qu'il a été dit que c'était la ferme des animaux et pas une réelle production agricole. En fait, si, on peut aller vers des productions agricoles et on doit aller vers des productions agricoles avec des améliorations des pratiques d'élevage, très clairement. Le scénario qui a été choisi par l'IFIP, c'était Efficiency First, c'était de dire qu'on va aller vers des solutions technologiques d'optimisation de la production. Ça, on l'a vu en fait avec l'élevage intensif tout au long du XXe siècle. Malheureusement, ça nous amène plutôt vers des grosses dynamiques d'endettement et à la fois pour les consommateurs, l'environnement et les producteurs, c'est
c'est malheureusement pas vers là qu'il faut continuer à aller. Les transitions sont possibles. Donc, je voulais vous montrer cette petite photo d'un petit cochon qui lève la tête. Moi, je trouve ça intéressant comme métaphore de se dire qu'il faut commencer à regarder un petit peu droit devant nous, regarder vers l'avenir, vers d'autres modèles qui sont possibles et être les premiers à le faire pour faire avancer le reste du troupeau. Merci Noémie. Pour compléter, non seulement l'unité fonctionnelle est une unité fonctionnelle massique qui en effet provoque forcément des effets d'aubaine sur tout ce qui est optimisation et efficience, donc on continue avec les logiciels du XXe siècle, mais également tout un tas d'externalités positives des systèmes de production, puisqu'en agriculture on a la chance, contrairement à des usines de boulons, d'être en capacité de produire des externalités positives, des services écosystémiques. Ces éléments-là ne sont pas pris en compte dans le PEF. Donc, et vous l'avez vu avec la présentation de Xavier Poux, jusqu'aux enjeux carbone. Malheureusement, aujourd'hui, les métriques, le fameux PRG 100 qu'a évoqué Xavier, qui est une métrique qui n'est pas forcément très pertinente pour faire des bilans carbone, est la métrique qui est utilisée de manière ultra majoritaire sur le terrain et par les bureaux d'études notamment. Donc c'est vraiment un sujet qu'on souhaite ouvrir davantage et faire un bilan de cette controverse pour faire avancer le sujet. Sachant qu'à chaque fois qu'on en parle, on nous dit qu'on est le lobby de la viande. Donc voilà, je rassure tout le monde, on est le lobby de rien du tout. On essaye de faire avancer les sujets et de le faire avec le maximum de transparence possible et sans aucun argument d'autorité. Alors, pour avancer par rapport à ce que Noémie vient de nous montrer, si j'arrive à reprendre la main, j'ai pas l'impression. Il faut que tu cliques sur la zone d'écran, Sabine, de ton J'ai sur ton cliqué sur la ordinateur. zone d'écran. J'ai cliqué, mais ça marche pas. Ouais, ça fonctionnait tout à l'heure. Je sais pas pourquoi là ça fonctionne plus. C'est embêtant si je peux pas défiler. Noémie, je vois Noémie figée également. Je sais pas si c'est normal. Est-ce que quelqu'un d'autre que moi peut avancer le diaporama? Je peux, je ne sais pas qui peut le faire, mais N'importe, que je le fasse. Pierre-Henri, si tu as la main, très volontiers, oui. Allons-y. Merci. Hop. C'est cette diapo-là que tu veux ou? Alors, moi, je ne vois rien défiler. Ah! Donc c'est ton écran à toi qui est bloqué en fait. D'accord, mais c'est pas grave, je vais le suivre sur le diaporama à côté, et puis ouais, là j'ai l'impression qu'il n'y a plus grand chose qui fonctionne. Désolée, juste une seconde. Bien sûr. Non, là malheureusement, j'ai plus rien qui fonctionne. Je vais être obligée de me reconnecter, je crois. Désolée, je fais la navette, je fais l'aller-retour. À tout de suite. Est-ce qu'en attendant que Sabine se reconnecte, est-ce qu'on ne répondrait pas à quelques questions? Ça me semble une bonne idée. Julia et Agnès. Ouais, pour moi c'est bon. Peut-être des questions destinées plus spécifiquement à chacun. Vous m'entendez? Oui, oui. Oui. Parfait. Du coup, plus pour Noémie, Xavier et Pierre-Henri, le temps que Sabine se reconnecte. Ouais. Alors, pour Xavier, justement, il y a une question qui était montée, la question de la démographie. Entendu, est-ce qu'on va pouvoir nourrir le monde avec les hypothèses et les scénarios qui sont avancés? Alors, c'est une question qu'on a pris en charge dans le cadre d'une modélisation avec l'IDRI, qui a utilisé un modèle qui était disponible qui s'appelle Globagri. Et en fait, la réponse, c'est l'agroécologie, pour les raisons que j'ai dites d'importation de protéines, améliore la sécurité alimentaire mondiale. C'est-à-dire que si l'Europe adopte la production et le régime alimentaire de TIFA, en fait,
comme on exerce moins de pression sur le reste du monde par le soja, eh bien, on améliore cette sécurité alimentaire. Donc, on s'en sort renforcé. Absolument. Ça peut paraître un peu étonnant au départ, mais quand on réfléchit, c'est logique. Et donc, un peu sur la même thématique, sur la biodiversité, les industriels préfèrent l'argument qu'une production intensive laisse du terrain libre pour la nature. Donc, c'était toujours la question de l'occupation de l'espace, à laquelle tu as répondu implicitement. Enfin, ouais. Alors, c'est la question classique du land sparing, land sharing, pour ceux qui connaissent un petit peu les termes du débat. En théorie, c'est théoriquement vrai. Il y a deux grosses limites à cette approche. C'est que, dans la vraie vie, on ne met jamais à profit un espace qu'on libérerait pour faire de la biodiversité, mais on le met à profit pour faire une production supplémentaire. Donc pour nourrir des animaux supplémentaires ou pour alimenter des filières biomasse qui ont des impacts probablement potentiellement problématiques. Et le deuxième aspect, c'est que ça néglige aussi les impacts diffus les impacts diffus des pollutions qui peuvent migrer, soit celles des pesticides, soit celles des engrais, qui peuvent altérer des habitats naturels à côté. Donc, c'est une approche hyper théorique qui ne fonctionne pas dans la vraie vie. Non, mais elle ne fonctionne absolument pas, puisque, comme je vous l'ai montré, on a perdu 75% de la biomasse d'insectes dans les zones protégées européennes. Donc, si c'est dans les zones protégées, ça veut dire donc que protéger les zones, ça ne suffit pas à les protéger contre ce qui vient d'ailleurs. Et actuellement, l'empoisonnement généralisé qu'on est en train de faire attaque aussi bien les zones protégées que les autres. Donc, du coup, pour Pierre-Henri, si on reprend le fil, il a été dit que les limites planétaires avaient été sous-estimées. Où est-ce qu'on en est réellement à date dans l'évaluation de ces limites? Et, je pense qu'effectivement, on peut pas, c'est pas une science exacte, mais justement, le fait qu'elles soient sous-estimées, elles sont peut-être un peu sous-estimées, mais ce qu'il faut voir, c'est la dynamique. C'est ça qui est le plus important. Qu'on n'en ait passé que 5 au lieu de 6, c'est possible. Sauf que, étant donné la vitesse à laquelle les choses évoluent, de toute façon, même si jamais on les remonte un peu, on est en train de les passer, on est en train d'en passer une très grande majorité. Bon, la seule limite pour laquelle, pour le moment, on se débrouille pas trop mal, c'est la couche d'ozone. Hein. Mais pour tout le reste, on est en train de foncer vers le fait de dépasser largement ces limites. Donc, la valeur exacte de la limite, à mon avis, est le plus important. Je pense que si on s'intéresse aux dynamiques, on voit beaucoup mieux ce qui risque d'arriver que si on s'intéresse simplement à où on en est exactement maintenant. Non, mais je ne sais pas quoi faire. Je vais pas faire démarrer. Tu peux couper ton micro, Sabine. Mais ça ne marche plus, il redémarre pas là. Sabine, il faut que tu coupes ton micro. On continue vite fait sur les questions-réponses, le temps que les soucis techniques se résolvent. Et pour... Oui, pardon. Vous m'entendez ou pas? Ah, génial. Oui. Super. Il y avait également une question donc pour vous, Pierre-Henri, par rapport à l'IPBES et au fait que les pesticides étaient inclus dans la pollution de l'IPBES et qu'ils n'étaient pas occultés. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Le problème, c'est qu'ils sont inclus dans probablement trois items. Il y a le changement d'usage des terres, parce que quand on remplace de la forêt tropicale par du soja, c'est du soja résistant au Roundup et c'est arrosé de Roundup, etc. Donc, ils sont cachés derrière le premier élément, le troisième et le quatrième. Mais là, si on dit que c'est dans la pollution, c'est un facteur qui est quand même loin derrière les autres, alors qu'en réalité, tout porte à croire que c'est un facteur absolument majeur. Le fait que depuis quelques dizaines d'années, on voit s'éteindre massivement les populations. Qu'est-ce qu'il y a de si nouveau? Qu'est-ce qu'il y a le plus nouveau depuis quelques dizaines d'années? C'est l'arrivée de nouveaux pesticides et leur emploi systématique. On est dans une situation où la nouveauté, elle est là, et il y a des choses qui sont quand même assez étonnantes. Vous vous demandez pourquoi les communautés d'abeilles s'effondrent. On va vous dire, et d'ailleurs moi, scientifique,
pendant longtemps, j'ai répété ces choses parce que c'est celles qui sortent des publications, que d'abord, il y a le varroa, qui est un parasite qui abîme les abeilles, qui transmet des maladies. Il y a le virus, il y a un parasite intestinal, etc. Et puis, au bout d'un moment, je me suis dit, mais c'est quand même curieux. Les abeilles sont en train de s'effondrer à exactement au même moment que tous les autres insectes, et on me dit que les abeilles, c'est pour des causes qui sont spécifiques aux abeilles. Est-ce que vous croyez vraiment que pour chaque espèce, il y a des causes qui sont spécifiques à elle, et que du coup, ça aboutit à ce que 75% de la biomasse s'éteigne? Ben non, il faut une cause globale et qui soit quelque chose de récent et de massif. Alors demandez-vous ce qui est de récent et de massif depuis les 30 dernières années. Merci pour ces précisions. On a également du coup dans ce registre-là une question sur les biocontrôles. Qu'est-ce que vous pensez des biocontrôles, donc le fait d'utiliser des phéromones plutôt que des pesticides pour se débarrasser des insectes ravageurs notamment? Je sais pas, je peux répondre et puis d'autres répondront aussi, mais je crois, tout à l'heure, il y a eu une diapo là, avec cette phrase d'Einstein qui disait qu'on ne résolvait pas les problèmes avec la même logique que celle avec laquelle on les avait fabriqués. Je crois que, bien sûr, on pourra trouver des améliorations techniques qui fassent que nos techniques sont un peu moins catastrophiques que les techniques d'avant. Mais clairement, si on veut que l'agriculture devienne durable et qu'elle ne soit plus destructrice, mais au contraire productrice de biodiversité, il faut absolument changer notre vision et pas simplement se dire, ah bah, puisque certains pesticides posent des problèmes, on va changer. Ça, c'est des changements à la marge. Il faut revoir globalement le système si jamais on veut que les choses avancent vraiment. Et il ne s'agira pas de changer un produit par un autre. Je ne sais pas. Sûrement que certaines hormones posent moins de problèmes que d'autres, mais peut-être qu'elles en poseront. Vous savez, l'emploi massif d'une méthode, presque toujours, ça aboutit à des problèmes massifs. Donc, les phéromones, c'est très bien tant qu'on ne l'utilise pas trop. Si on l'utilise trop, je suis à peu près sûr du résultat. Moi, personnellement, je dois vous dire que, par exemple, je trouve que le Roundup, c'était une molécule, enfin, le Roundup, c'était un produit magique qui, à très faible dose, arrivait à tuer les organismes. Si on n'en avait pas mis des doses aussi démentielles, peut-être que ça resterait un truc qui serait vraiment souhaitable. Mais aujourd'hui, l'aspect massif de ce qu'on a fait est nécessairement négatif à tous les points de vue. Très bien, merci. On avait également une question, et peut-être pour vous, Xavier, sur le fait que le fromage émette en moyenne plus de kilogrammes par CO2. Voilà, et donc des questions de savoir si c'était pas culpabilisant d'avoir des fromages notés en B. Alors, je pense que c'est en référence à Planet Score. Donc on revient peut-être sur le sujet que l'équivalent CO2 n'est pas forcément la métrique, l'unique métrique à avoir en tête. Si vous pouviez peut-être réexpliquer là-dessus. Donc deux choses. On retourne déjà sur ce que Noémie a évoqué, hein, c'est d'analyser un impact par kilo. Alors on peut faire un impact par kilo, mais il faut bien être conscient du système qu'on évalue. Après, la question, c'est en effet de bien prendre en compte le lien entre tous ces... En fait, c'est des kilos d'émissions de gaz à effet de serre. Je reviens là-dessus. Et tout le raisonnement, c'est de dire qu'il faut distinguer les émissions des impacts sur le climat et sur le réchauffement. On a vu que pour le méthane, c'est différent. Donc, effectivement, on arrive à des résultats qui sont des produits issus de ruminants qui ont des bonnes notes. Et l'enjeu, c'est pas de culpabiliser le consommateur pour le culpabiliser, ça n'a pas grand intérêt. L'enjeu, c'est d'informer correctement le consommateur sur les enjeux de ce qu'il mange. Bon, et ce qu'on constate là, il y a eu tous les travaux à la fois des climatologues et des socioclimatologues sur cette question-là, sur l'usage du PRG100, sur les équivalents carbone. Je pense que si on faisait l'exercice honnête autour de la table là ou du webinaire, de se dire, quand on dit ça émet tant de kilos d'équivalent CO2, posez-vous la question, est-ce que je suis capable de dire ce que ça veut dire? Est-ce que je comprends vraiment ce que je dis quand je dis ça émet 24 kilos d'équivalent CO2 par kilo? En fait, non, c'est une métrique qu'on utilise, qui a été, qui a son intérêt, hein, je vais pas, mais qu'on utilise sans trop savoir ce qu'il y a derrière. Ce que les climatologues d'Oxford, enfin pas seulement d'Oxford d'ailleurs, hein, c'est eux qui ont poussé une métrique alternative qui est le PRG100, PRG étoile, pardon, disent, c'est qu'il faut réfléchir un cran mieux pour mieux comprendre les enjeux
Et sans doute que les enjeux climatiques qui sont ceux de la production de ruminants en Europe aujourd'hui, et tout compte dans ce que je dis, en Europe aujourd'hui, eh bien, ne sont pas ceux qu'on aborde correctement en utilisant les métriques carbone classiques. Donc oui, il faut peut-être déculpabiliser sur le ruminant en tant que tel et mettre la focale sur d'autres enjeux qui sont l'azote, les pesticides, les paysages, etc. Voilà ce que je peux dire. Merci Xavier pour ces précisions. Je crois que Sabine est revenue, donc on va pouvoir continuer la présentation avec Sabine. Navré. Merci beaucoup Julia et Agnès. Navré pour cet aléa. J'ai dû en effet me déconnecter, me reconnecter. Quand même pour la question, j'étais pas là au moment de tout l'échange, mais sur la question de est-ce qu'on culpabilise ou pas, non, parce qu'en fait, par exemple sur une métrique de type PEF, si vous faites du fromage de chèvre ou du fromage de brebis, vous aurez même des notes encore pires que le comté que j'ai montré tout à l'heure, parce que c'est moins productif. Donc là, typiquement, ces fromages-là sortent en E avec un E rouge. Ça, oui, c'est culpabilisant et c'est inutilement problématique en fait. Tout dépend, comme l'a expliqué Xavier Poux, de la façon dont les animaux sont nourris. Et ces éléments-là sont bien intégrés dans le Planet Score. C'est-à-dire que si ces animaux sont nourris majoritairement à l'herbe, sans soja contribuant à la déforestation et avec une minimisation des engrais de synthèse, qui eux sont des contributeurs très forts sur les enjeux de dérèglement climatique, on peut avoir des fromages de chèvre, de vache ou de brebis extrêmement vertueux, même en termes climat. Voilà, donc ceci étant précisé, je vais reprendre le fil là où on en était, juste pour vous montrer, pour terminer sur les empreintes carbone, que si on s'en réfère justement à des métriques comme le PEF, avec son PRG 100, on se retrouve avec ce genre de résultat qui a été assez bien illustré par la journée du 20 mars par l'IFIP. Oui, merci. Et qui sont notamment de dire, bon, entre les viandes, l'empreinte carbone est bien meilleure sur les monogastriques. Et nous, on en parle vraiment très à l'aise puisqu'on n'a strictement aucun enjeu filière. Mais quand on regarde le détail de cette publi, notamment, regardez le focus là qui est sur la diapo. Donc, c'est sur les monogastriques, porc, volaille de chair et les œufs. Et cette publi montre que l'empreinte carbone, donc plus elle est vers la gauche et meilleure elle est censée être. Alors je répète, censée être avec toutes les guillemets. Et vous voyez cette espèce de bosse sur la gauche avec les petites flèches qui sont dans la publi et qui disent ces productions-là, porc, volaille, œufs, commencent à être vraiment très très bonnes pour le climat parce que, et c'est écrit donc là sur la partie qui est en rouge, déjà 61% du porc, 80% du poulet et 86% des œufs sont produits de manière intensive dans des industrial farm settings, dans des fermes vraiment industrielles. Donc là, on a vraiment une traduction très claire de ce que veut dire l'utilisation de cette métrique. C'est une métrique d'optimisation. C'est une forme d'opti-score, optimisation score, mais ça n'est pas du tout un score environnemental et ça n'est pas non plus un score carbone qui permet de gérer les effets rebonds. Ce qu'on appelle les effets rebonds, c'est que quand on fait de la production très massive, on met la pression, d'ailleurs sur les producteurs en général, avec des valeurs ajoutées qui sont assez faibles, des prix qui sont bas, et en fait quand les prix alimentaires sont bas, ça permet de consommer davantage que ce qu'il serait logique. Donc notamment, on sait qu'on surconsomme, enfin en tous les cas c'est ce que dit l'OMS, à peu près 2 fois trop de produits issus d'élevage aujourd'hui en Occident, et c'est possible parce que la viande n'est pas chère. Alors, il y a des modulos avec l'inflation, mais malgré tout, ça reste quand même des produits qui sont vraiment très accessibles aujourd'hui. Donc en fait, à ce jeu-là, au jeu de l'optimisation, au jeu du PEF, il est assez peu probable non seulement que l'environnement soit gagnant, quel que soit le score affiché par le PEF, que les producteurs en sortent gagnants est très improbable également. Il y a un risque élevé de destruction de valeur. La commodification des matières premières agricoles n'a pas permis aux producteurs de tirer un revenu digne et stable de leur travail depuis des décennies. Et la transition agricole doit être outillée par des dispositifs pertinents à l'échelle des systèmes de production. Ça a été répété plusieurs fois. C'est vraiment la spécificité de Planet Score par rapport au PEF. C'est vraiment cette vision échelle système et qui vise la circularité et la résilience. Donc là, vous avez un exemple de bâtiment plus de 20 étages de ce qui commence à se faire maintenant pas mal en Chine sur la production de porc.
Ça, c'est très très bon. Très très bon en ACV. C'est magnifique en PEF. Donc attention au syndrome de la médaille en chocolat, on a appelé ça comme ça, parce qu'en fait, on a besoin de dispositifs dans lesquels les consommateurs et toute la chaîne de valeur a confiance. On a mis cet exemple ici, non pas parce que voilà, c'est mal d'essayer de faire des efforts au niveau climatique, mais parce que les crédits carbone, la compensation, est un dispositif qui a été lancé avec beaucoup d'énergie en y mettant pas mal de moyens. Alors pas par nous, hein, par ceux qui vendaient des crédits carbone, mais attention, en fait, aujourd'hui, c'est des marchés qui sont en train de se casser la figure, qui ont du mal à trouver des acheteurs. Et en fait, quand on ne remplit pas les questions, les critères de confiance, on finit par avoir investi beaucoup d'énergie pour pas grand-chose. Donc ça, c'est quand même des leçons à tirer également de ce qui se passe aujourd'hui sur les questions de recyclabilité d'emballage. Et globalement, il y a un certain nombre de procès ou de litiges qui sont enclenchés par des ONG, par des associations de consommateurs, sur toutes les promesses, en fait, qui sont des promesses d'industriels et qui ne sont pas tenues. Donc, on vous avait promis un petit panorama avant de rentrer dans des éléments plus positifs, mais un petit panorama de comment on peut faire du greenwashing. Ben, on peut faire du greenwashing en choisissant le PEF, par exemple. Alors, pour l'instant, il n'est pas vraiment autorisé pour faire des allégations environnementales, et heureusement, mais ça pourrait. On peut également faire du greenwashing en utilisant des visions étroites, carbone centrées, ou basées exclusivement sur des bilans carbone. On peut également, alors ça c'est un point important, dans les stratégies d'évitement, une qui nous semble assez tentante, mais qu'il faut vraiment que les industriels évitent, ou les distributeurs, c'est les outils qui sont conçus ou gouvernés par les industriels eux-mêmes. Bon, ça c'est une évidence, mais ça fait quand même pas de mal de le dire. Les visions binaires également, donc toutes les visions qui ne permettent pas de faire de la nuance. On va évoquer tout à l'heure des exemples sur l'étiquette Planet Score, mais c'est vraiment très important de ne pas cantonner à l'échelle produit des produits alimentaires en expliquant que, par exemple, toute une catégorie de produits est forcément bonne pour l'environnement, ou tous les tels systèmes de production sont bons pour l'environnement, et d'autres seraient systématiquement mauvais. Donc on essaie vraiment, nous, d'avoir une gradation et une nuance qui évite cette vision binaire, tout simplement en reposant sur des critères, notamment le référentiel Planet Score intégral et le Biosyscan, sur les enjeux système de production et biodiversité. Sur la végétalisation également, ça c'est un point important. On voit beaucoup aujourd'hui d'allégations selon lesquelles végétaliser, c'est forcément soutenable. Végétaliser, c'est effectivement important, mais il y a d'autres enjeux à gérer en parallèle. Et attention aux effets d'aubaine, et notamment végétaliser sans prendre en compte les questions d'ultra-transformation de l'alimentation, incluant sur des produits bio ou vegan par exemple. Donc point de vigilance là-dessus. Comment regagner la confiance? Donc là, on en vient plus sur ce que les consommateurs attendent. Les consommateurs sont extrêmement défiants vis-à-vis notamment de l'industrie agroalimentaire et des distributeurs. Alors, on n'a pas à s'en réjouir, c'est simplement un constat. Et par contre, ils attendent à plus des 2/3 une communication honnête et transparente sur leurs engagements et leurs responsabilités. Donc en fait, ce que disent à peu près toutes les études, on va vous en montrer quelques-unes supplémentaires, mais c'est globalement le besoin d'un tiers de confiance. Aujourd'hui, la confiance est très entamée non seulement dans la grande distribution et les marques, mais également, alors c'était une surprise de cette étude de BVA qui a été présentée à l'Assemblée nationale l'an passé, également dans les pouvoirs publics. Donc ça aussi, il n'y a pas matière à s'en réjouir, et on fait tout pour accompagner les dynamiques des pouvoirs publics sur ces sujets. Mais voilà, il faut quand même dresser les constats tels qu'ils sont. Cette diapo n'a pas été modifiée d'un iota, elle a été présentée telle quelle à l'Assemblée. Aujourd'hui, ce sont les acteurs de proximité. On pourrait d'ailleurs se trouver plutôt heureux de voir qu'à la fois les associations de consommateurs, les agriculteurs et les commerçants, donc perçus comme étant de proximité, sont à des niveaux de confiance qui sont très très supérieurs aux acteurs qui sont cités à gauche. Donc ça veut dire que on a là quand même matière à réfléchir sur qui est légitime pour porter
en fait les dispositifs d'affichage. Donc le besoin d'acter un tiers de confiance et de regarder les enjeux en face. Les enjeux, on les a listés tout à l'heure, c'est ceux qui sont d'ailleurs listés dans le journal officiel. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais c'est important de se dire que ça, c'est vraiment une trajectoire à engager d'ailleurs à assez court terme, hein, puisqu'on est dans le cadre de France 2030 et qui est vraiment très claire. Je ne vais pas rentrer dans la méthodologie aujourd'hui, mais vous trouverez sur le PDF qui sera rendu disponible les liens pour visionner les webinaires méthodologiques qui ont déjà eu lieu, et tous ceux qui sont intéressés par davantage de détails sont bienvenus pour nous contacter, bien entendu, mais globalement un référentiel qui est très complet et qui permet d'aller bien au-delà des enjeux que prend en compte le PEF. On utilise quand même le PEF, ce qui vous a été montré tout à l'heure, pour la partie aval et notamment tout ce qui concerne les processus de transformation, de cuisson, le transport, etc., puisque ça, ce sont des processus qui ne sont pas en lien avec le vivant et où effectivement, on a intérêt à optimiser et à avoir des process industriels sur ces matières inertes ou sur ces flux d'énergie qui soient des processus efficients. Mais c'est la partie sur laquelle c'est le plus pertinent, sur le reste, ça ne l'est vraiment pas. Donc voilà à quoi ressemble l'étiquette, je pense que la majorité partie d'entre vous la connaissent déjà. Et dès qu'on a plus de 5% de produits issus de l'élevage en masse dans le produit, l'étiquette mode d'élevage qui apparaît. Donc ça permet de ne pas faire passer inaperçu les chocolats au lait, les mayonnaises ou les petits beurres, par exemple. Personne n'attend que les entreprises soient parfaites. Donc ça aussi, ce sont des éléments qui résultent des études consommateurs qu'on a menées ces 3 dernières années. On a eu la chance de pouvoir en mener également en magasin, à la fois chez Lidl et chez Biocoop. On a également fait des études quantitatives à de multiples reprises, à chaque fois sur échantillons représentatifs. Personne n'attend que les entreprises soient parfaites. Par contre, il y a une véritable attente de transparence, de pédagogie et de sincérité. Et donc des choix opérés aujourd'hui pour répondre à un besoin de sens. On est dans une société qui a vraiment besoin de boussole, vraiment besoin de repères. Et simplement, il faut choisir les bons repères et ne pas faire l'autruche. Donc, pour répondre aux questions des consommateurs en sincérité, on va vous passer également là très rapidement quelques études consommateurs qui ont été faites là aussi sur les 2-3 dernières années. Celle de Carrefour qui montrait, c'était même avant le déploiement de Planet Score, que les clients souhaitaient être informés en priorité pour l'affichage environnemental des produits alimentaires sur l'enjeu pesticides et l'enjeu mode d'élevage ou bien-être animal, qui sont vraiment des marqueurs de vraie transparence. Quand on regarde Planet Score par rapport à des dispositifs qui n'offrent aucun détail, on a des niveaux de surpréférence qui sont considérables, avec des verbatim qui sont assez nets sur la clarté et sur le fait que l'indication du mode d'élevage, mode ici, et l'indication de l'usage de pesticides sont des éléments effectivement importants pour les consommateurs. Donc c'est, une fois de plus, c'est ni bien ni mal, c'est simplement de dire voilà quel est le constat aujourd'hui, voilà les techniques de production qui sont utilisées, voilà la trajectoire qu'on essaye d'engager et comment est-ce qu'on est capable d'en parler entre adultes au sein des chaînes de valeur et avec les consommateurs. On a testé un autre affichage détaillé juste pour voir. Je précise quand même que toutes les études consommateurs que nous menons sont faites via des bureaux d'études ou des panélistes classiques et que aucune structure n'est mentionnée sur les sondages. Donc là, c'est vraiment des sondages représentatifs CSP, âge, sexe et région. Vous le voyez, quand on n'offre pas la visibilité sur l'usage de pesticides et modes d'élevage, ça ne fonctionne pas ou beaucoup moins bien. Dossi a également, en toute transparence, publié cette étude qui a été réalisée au printemps l'an dernier, où la question de l'origine avait été ajoutée dans l'étude pour voir, et bien entendu, c'est un élément important. Mais effectivement, pesticides et mode d'élevage apparaissent à nouveau, sans surprise, comme les éléments, les critères qui reviennent en premier dans les critères d'importance pour les consommateurs. Également dans l'étude BVA,
à laquelle nous n'avons pas participé. Hein. On savait qu'elle avait lieu parce qu'on a fourni des étiquettes, mais on n'était pas associé au protocole. Les consommateurs qui ont été exposés à l'étiquette, là aussi sans surprise, hein, ça correspond également au résultat qu'on avait avant, mais le trouvent simple, facile à comprendre, à plus de 87%, que ça permet donc de comprendre l'impact environnemental, de faciliter le choix, et avec des scores de confiance qui sont très élevés, même sans savoir en fait qui est à l'initiative de l'étiquette. Vous le verrez dans les tests en magasin, on a des verbatims du type mais si on me montre ça, c'est clairement qu'on est en train de prendre soin de moi parce que ces sujets-là, quasiment personne n'en parle en réalité. Et l'impact est positif sur l'image des marques et des enseignes qui font le choix d'afficher toutes leurs notes. Donc ça aussi, on a voulu savoir, comme on n'est pas en position d'imposer quoi que ce soit, hein, bien sûr, tout ça est totalement volontaire. Les entreprises qui souhaitent travailler pour comprendre quels sont leurs leviers, quels sont leurs impacts, comment elles peuvent s'améliorer et à quoi ressemblent les étiquettes aujourd'hui, peuvent ensuite décider d'afficher en digital, d'afficher on-pack, mais ça c'est vraiment au libre choix de chaque structure. Et en fait, la totalité des entreprises avec qui on travaille aujourd'hui, donc un peu plus de 300, 170 affichent en digital. Alors, toutes n'ont pas terminé le travail hein, sur les 300, mais 170, c'est déjà énorme. 80 sont déjà partis sur les emballages. Et vous allez le voir tout à l'heure, avec des niveaux de transparence qui sont vraiment extraordinaires. Donc ça, ce sont les verbatims, je ne vais pas revenir là-dessus, mais des consommateurs qui ont la claire conscience qu'on prend soin d'eux, en fait. C'est un terme qui est revenu assez souvent dans les verbatims. Et également, donc cette étiquette est maintenant disponible depuis déjà mi-2023 sur l'application mobile du FC Que Choisir avec 2 modalités. La transparence est faite, c'est-à-dire que les données nous ont été transmises et on a des étiquettes bleues, ou sinon on raccorde les produits à leur catégorie SICAL. On a quand même 7000 types de produits différents par cette modalité et ça n'empêche pas d'évaluer, mais on rattache aux pratiques défavorables par défaut. Donc ça, c'est l'étiquette grise avec un petit opercule. Donc UFC est très en soutien. On est allé jusqu'à Bruxelles à plusieurs reprises pour présenter les éléments. Et donc cet outil-là, c'est pas seulement un outil de transparence consommateur. La transparence, elle est faite dans la temporalité qui est choisie par l'entreprise sur ce qu'elle souhaite montrer. Une fois de plus, aujourd'hui, toutes les entreprises qui ont commencé à montrer des choses ont décidé de le faire en totalité. Mais c'est aussi un outil d'amélioration de l'offre. Là, vous voyez un exemple de comparaison sur une entreprise, un fabricant sur la totalité de son offre qui est mieux que le standard du marché et qui a une trajectoire d'amélioration. On ne rentrera pas dans les détails aujourd'hui, mais sur la totalité de ces catégories pour avoir une répartition plus favorable sur les enjeux environnementaux. Et quand on rentre dans les détails, ce qu'on ne fera pas aujourd'hui, mais là c'est pareil, vous aurez le pointeur vers un webinaire complet qu'on a fait notamment avec pour une agriculture du vivant sur ce sujet, où on rentre dans les détails de comment les choses sont calculées et comment, filière par filière, ingrédient par ingrédient, donc pour chaque matière première, comment est-ce qu'on peut améliorer progressivement la note en faisant des choix. Hein. On a vraiment là, on est dans des arbitrages très fins parfois avec certains industriels sur combien ça représente de surcoût, de mieux rémunérer une filière, de mieux rémunérer des producteurs pour accéder à une étiquette qui soit améliorée sur tel ou tel paramètre. Donc pour nous, là, c'est vraiment le cœur du sujet, en fait, c'est comment cette transparence, elle permet de ramener de la valeur jusqu'à l'amont agricole, en fait. Ça n'est pas un outil marketing destiné uniquement aux entreprises, c'est vraiment un outil qui doit permettre de mieux rémunérer les producteurs pour les efforts, pour les démarches qui sont engagées sur le terrain, et ça avec de la nuance dans l'évaluation des démarches de progrès. Ce que vous voyez là donne lieu à des analyses de données qui sont des données extrêmement fines sur les pratiques. Alors, on ne va pas forcément toujours dans ce niveau de détail, ça dépend des datas qui sont disponibles, mais là, on a typiquement les itinéraires techniques, phyto, ferti, la couverture des sols, le pourcentage de haies, et la diversité des assolements notamment. Donc voilà, quand on a ces éléments-là, on arrive à faire vraiment des choses qui sont très fines pour piloter en fait les sujets avec les producteurs.
Alors bon, je ne vous montrerai pas aujourd'hui la plateforme d'évaluation, mais ça permet d'avoir ce type de visualisation de portefeuille sur des centaines ou parfois des milliers d'étiquettes et de produits, avec évidemment des valeurs chiffrées qui sont derrière les lettres. Et pour terminer sur la façon dont les choses bougent aujourd'hui, on a actuellement donc plus de 300 entreprises à bord, je vous l'ai dit, incluant donc des chaînes de restaurants, des travaux pour la restauration collective publique, évidemment de l'affichage consommateur, et donc des entreprises qui affichent en transparence. Alors vous le voyez ici, beaucoup d'exemples hein, dans toutes les filières. Globalement, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vraiment de l'affichage extrêmement honnête. Personne n'attend que les étiquettes soient parfaites. Si les étiquettes étaient parfaites, il n'y aurait pas d'affichage environnemental. On sait qu'on a vraiment des enjeux importants dans l'agroalimentaire. Monoprix, Franprix font partie des entreprises qui ont vraiment été pionnières sur ce sujet et qui ont déjà fait un pilote sur plusieurs centaines de références et déjà affiché l'an dernier pour montrer à quoi ressemblaient les évaluations, et voilà, des travaux complémentaires sont en cours. Picard, magnifique travail qui a été mené là depuis pas mal de mois sur la totalité des références et qui a décidé de faire la transparence complète avec une vraie pédagogie, une très très grande sincérité, et qui a engagé également une dynamique d'éco-conception qui regarde les sujets en face, qui n'a pas de tabou sur les différents enjeux des filières, et surtout cette dynamique associe les producteurs. Donc au-delà voilà, des éléments de communication que vous pouvez retrouver dans notre infolettre d'avant-hier, on fait des infolettres trimestrielles, donc on a des choses à dire, mais ça c'est typiquement un exemple pour nous qui est très vertueux. Picard vient de fêter ses 50 ans sur une ferme d'un producteur partenaire, et de mettre en valeur la trajectoire de ce producteur et de la filière. Donc là, on est notamment sur une démarche Apileg avec des acteurs de terrain comme Ardo notamment, la Chambre d'agriculture, l'INRA, qui accompagnent aux côtés de Picard les producteurs sur l'amélioration, la reconception des systèmes de production. Donc là, on parle vraiment de reconception de systèmes de production. On est sur la totalité des enjeux qu'on évoquait tout à l'heure hein, et qui sont également notés dans France 2030, avec une vraie réflexion sur comment ces producteurs arrivent à être mieux associés également sur les questions de répartition de la valeur. Et Rocky également en Espagne, qui est fortement engagé sur les évaluations, très beau distributeur coopératif, très proche de ses clients par le fait. Et puis également des signaux forts d'entreprises comme Bell, avec la CEO Cécile Béliosine, qui nous a fait un témoignage vraiment très positif pour nous féliciter, mais également pour nous encourager à continuer, nous expliquer qu'on a vraiment besoin de Planet Score sur le marché aujourd'hui, que les enjeux sont forts et que, évidemment, elle le dit elle-même, hein, évidemment que ce que chacun d'entre nous fait n'est pas parfait, mais la sincérité de la démarche et l'ambition, que ce soit d'ailleurs pour le groupe Bell ou pour les démarches que chacun d'entre nous fait au quotidien sur ces enjeux de transparence. Idem pour Dossier. Alors, je ne vais pas vous les lister tous. Hein. On a aussi des coopératives comme Fermier de Loué. On travaille actuellement avec des coopératives ou des organisations de producteurs dans toutes les filières, plusieurs filières légumières, également arboricoles, viticoles, céréalières ou d'élevage, avec vraiment une très forte envie d'avancer concrètement, ce qu'on fait déjà depuis 2 ans. Donc, vous verrez probablement des annonces dans les mois qui viennent. Vraiment du très, très beau travail qui est fait sur le terrain avec les producteurs. Le soutien également de Média Performance en GMS. Alors, vous l'avez peut-être vu il y a 15 jours, puisque sur 3 périodes dans l'année, Média Performance nous offre, dans le cadre de son programme 1% RSE, la diffusion d'un spot qu'ils ont créé eux-mêmes d'ailleurs, pour faire connaître le Planet Score, inciter les consommateurs à aller regarder sur l'application mobile du FC Que Choisir. D'autres applications mobiles sont en train d'arriver également avec Planet Score. Voilà, vous voyez quelques exemples des diffusions qui ont eu lieu chez donc dans un peu plus de 300 magasins, hyper et supermarchés, Carrefour, Intermarché, Système U, Cora notamment,
et avec une vingtaine de millions, je crois, de touches de vues l'an dernier et des scores de modification des intentions d'achat qui sont extrêmement élevés. Donc, cette étude a été faite à froid une quinzaine de jours après la première diffusion. Planet Score a également été premier prix du Retail for Good. Donc ça, c'est pour nous aussi un signe que le secteur économique est prêt, parce que ce prix est décerné par des PDG et des experts RSE du secteur de la distribution. Donc dans sa diversité, l'alimentaire, mais également le textile, l'ameublement par exemple. Et en fait, on a eu ce premier prix auquel on n'a pas candidaté. Tout simplement parce qu'il nous a été dit on est la seule étiquette qui est en capacité d'aider le marché à faire sa mutation et que cette mutation est nécessaire. Ce n'est pas une étiquette qui est forcément agréable, mais elle dit la vérité. Et donc, une étiquette qui est utile. Voilà, et on est parrainé également par Emery Jacquilla qui nous fait le plaisir d'accompagner Planet Score depuis bientôt 2 ans. Et il est le cofondateur des entreprises à mission en France. Voilà, et un grand merci également aux partenaires, alors là je n'en cite qu'un, mais avec qui on travaille pour valoriser ce qu'ils font sur le terrain avec les producteurs et les filières, donc notamment là, pour une agriculture du vivant. Vous aurez le lien vers un webinaire donc, qui explique un petit peu en détail la façon dont on travaille. C'est un très bon exemple de la façon dont on travaille à l'amont avec les gens qui sont sur le terrain. Voilà, donc ça, je ne reviens pas là-dessus. Vous trouverez beaucoup d'informations sur notre site internet. On essaye de mettre notamment les actualités les plus importantes et essentiellement sinon sur la page LinkedIn où on essaye de poster plus régulièrement les actualités intercalaires. Donc en résumé, c'est à vous de jouer. Voilà, merci beaucoup au C3D, merci beaucoup à Fabrice, Marie, Céline et Marine de nous avoir accompagnés sur cette séquence, de nous avoir boosté. Vous nous donnez vraiment beaucoup d'énergie, c'est top. Et merci beaucoup aux entreprises également qui font cette transparence. Vous êtes les entreprises qui seront sur le marché parce que vous êtes sincères. Donc, on incite également tous ceux qui ont envie de connaître leurs valeurs environnementales, de connaître, d'identifier leurs leviers, de nous contacter. Et s'il y a des questions, alors on a pris un peu plus de temps que prévu et je m'en excuse parce que c'est en partie lié au fait que j'ai eu un gros bug technique, mais on peut prendre quand même quelques questions. Oui, merci, merci Sabine. Alors on va faire rapide parce qu'en effet le temps est déjà dépassé et peut-être que les gens dans l'assistance ont faim. Donc quelques questions rapides et notamment sur quelles stratégies, enfin quelles alternatives aux outils du coup imparfaits que sont la CV bilan carbone. Donc là on l'a vu là avec Planet Score, mais aussi on a eu la question pour les autres secteurs et pas uniquement le secteur agricole. Comment en fait raisonner les CODIR, donc qui aujourd'hui c'est vrai que le bilan carbone, la CV prend beaucoup de place et donc comment les emmener sur d'autres méthodes d'évaluation. Voilà. Alors, en fait, la question des bilans carbone, elle est particulièrement prégnante pour l'agroalimentaire. Pourquoi? Parce que, en fait, à peu près 90% des gaz à effet de serre, des émissions de gaz à effet de serre du secteur, ce sont 2 gaz à peu près moitié-moitié, le méthane et le protoxyde d'azote. Le reste, à peu près 10, 12, 13%, c'est du CO2. Donc, en fait, le CO2 est minoritaire. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, c'est si compliqué. Alors que dans beaucoup d'autres secteurs, malgré tout, le CO2 est souvent, alors c'est pas tous les secteurs, mais souvent majoritaire. Par contre, c'est vrai qu'on peut se retrouver avec des secteurs comme le textile. On a vu la question de la laine, qui est très très mal traitée aujourd'hui dans les bilans carbone. La question de l'ameublement. On peut également avoir des tissés laine. Là, effectivement, on va se retrouver en butte au même problème. Je ne sais pas si tu veux compléter, Xavier. Non, tu l'as déjà beaucoup dit, puis le temps est dépassé. C'est le vivant qui est en question. Dès qu'on sort du vivant, le PEF, ça peut sans doute le faire. Mais... Voilà, en fait, sur des processus industriels, sur par exemple du gasoil, donc du transport, etc., des bilans carbone
fait avec les méthodes basiques, on va dire, sont suffisants. Par contre, dès qu'on touche le vivant, là, ça devient problématique. Ouais. Et peut-être ajouter aussi en effet sur d'autres secteurs comme le textile, des scores indépendants comme Planet Score se développent, et notamment Clear Fashion, donc qui a un peu la même philosophie que Planet Score, donc d'intégrer tout l'écosystème, enfin dans son calcul. Je vois qu'il y a une question importante là de la généralisation de l'affichage environnemental prévu par le gouvernement. Je pense que c'est celle-ci que tu avais identifiée. Alors, on a des réunions très régulières avec le CGDD, donc les services du ministère de la Transition écologique, qui s'occupent de ce dossier. Aujourd'hui, c'est le textile qui est passé en premier. C'est un secteur, alors on ne va pas dire qu'il est simple, mais en tous les cas, il est plus simple, beaucoup plus simple que l'alimentaire. Et en fait, ce qu'a fait le gouvernement, je vous invite à regarder le post LinkedIn que nous avons fait le 8 mars pour faire un petit peu une restitution. C'est de créer une méthode de scoring qui est très éloignée du PEF, avec des valeurs PEF qui sont, des valeurs initiales PEF qui sont multipliées par parfois 2 ou 3 sur certains produits. Donc ça, c'est plutôt positif. Ça veut dire qu'en fait, la vision a été posée d'abord, et la vision sur le textile, c'est de dire, bon, on veut lutter contre l'ultra fast fashion, et notamment l'ultra fast fashion importé de Chine, etc. Pour l'alimentaire, vous pouvez imaginer que ça va être un petit peu plus compliqué, mais en tous les cas, les discussions actuelles, donc vous l'avez vu, la directive Green Claims prévoit la pluralité. Donc de toute façon, il y a une pluralité. Aujourd'hui, sur le secteur de l'alimentaire, il n'y a que 3 étiquettes à l'échelle européenne. L'EcoScore, qui, à notre connaissance, et je parle sous réserve si quelqu'un a plus d'infos, mais ne se déploie plus, qui a été retiré par Carrefour France l'an dernier, puis Carrefour Belgique, puis Lidl Belgique, qui a également antérieurement été retiré par Carrefour Allemagne. Donc l'EcoScore, bon. EcoImpact, qui est né en Grande-Bretagne, et qui est l'EcoScore est 80% ACV, PEF, et EcoImpact est 100% PEF. À notre sens, ça va être compliqué à déployer cet éco-impact, donc à voir, mais pour l'instant ça bouge pas beaucoup, ça fait presque 2 ans. Et Planet Score, qui est la seule étiquette aujourd'hui, alors on n'a pas fait exprès, hein, mais qui est aujourd'hui devenue leader en Europe, et on a de la chance, hein, c'est une démarche qui est née en France par la volonté des citoyens, des consommateurs, des scientifiques, des entreprises, donc c'est superbe. Maintenant, c'est vrai que cette étiquette-là est volontaire. Le gouvernement va faire un dispositif qui sera, je ne sais pas si certains d'entre vous sont au courant probablement, parce que ça a été annoncé officiellement, un chiffre sur un fond coloriel neutre. Ce chiffre sera entre 0 et l'infini sur une échelle ouverte. Donc en fait, ça c'est un dispositif qui va rester ce ne sera pas du PEF, mais ce sera probablement avec un socle PEF. Et ce dispositif restera à l'échelle produit. Donc, en fait, ce qu'on discute actuellement avec le gouvernement, sachant que la pluralité existe, c'est comment on peut accompagner, comment on peut aider à la pédagogie sur ce score, sachant qu'il s'articule en fait de manière complémentaire avec Planet Score. Le score gouvernemental est un chiffre sur un fond neutre et il est à l'échelle produit. Planet Score est une étiquette détaillée à l'échelle des systèmes de production. Donc en fait, les deux, à minima les deux, je ne sais pas si les autres vont continuer à exister, mais les deux existent et existeront. Enfin, en tous les cas, le score gouvernemental existera à un moment. Pour l'instant, la méthode n'est pas calée et les éléments ne sont plus sur le site d'Ecobalise en attente de nouveautés. Merci Sabine. Bon, c'est super. Je pense qu'on a fait le tour. Excusez-nous pour le temps. On n'a pas eu le temps de répondre à toutes les questions, mais je vous ai laissé une adresse mail sur le chat si vous avez d'autres questions auxquelles on n'a pas pu répondre aujourd'hui. Mais en tout cas, merci à tout le monde qui a pu se connecter. Et merci surtout aux intervenants parce que c'était vraiment super de faire ça avec vous. Et je vous souhaite un très, très bon déjeuner. Bon appétit à tous. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci. Merci.